Télévision, nous sommes le mercredi, nous sommes le 2 octobre 2019, l'occasion pour nous de rappeler qu'à Yaoundé, l'on continue à vivre le grand dialogue national alors que les défections continuent à se faire entendre. On sait que le bâtonnier ou l'ancien bâtonnier à Keremouna a lui claqué la porte depuis le premier jour lundi 30 septembre 2019. On sait désormais qu'Ali Sadio a emboîté le pas hier, mais également Jean-Jacques Ekindi qui lui également a claqué la porte, le coordinateur du mouvement progressiste du Cameroun, le MP. Donc les défections continuent à s'enregistrer pour ce grand dialogue national. Ce qui est intéressant, ce sont les propos de Akeremouna qui estime que à ce grand dialogue national, il voulait des spectateurs et pas des participants. Et lui, il estime ne pas être un spectateur. C'est pourquoi il a claqué la porte de ce grand dialogue national, madame, messieurs. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le destin du Cameroun se dessine au Palais des Congrès de Yaoundé, alors que la commission de la diaspora a d'ores et déjà arrêté quelques propositions, la réinstauration ou bien l'instauration de la double nationalité, mais également la création d'un ministère des Camerounais de la diaspora ou encore des élus de la diaspora qui seront donc élus au Parlement camerounais. Et il y a d'autres mesures qui sont toutes aussi révolutionnaires et innovantes les unes que les autres pour cette commission de la diaspora où on peut retrouver Simon Munzu qui en est le président, mais également Calixte Béala, vice-présidente. On a également d'autres membres tels que Mathias Eric Onangini ou encore, si vous voulez, Eric Chinje qui font partie de cette commission de la diaspora. On voit que les choses avancent, les choses bougent et on verra d'ici vendredi tout ce qu'on pourra retenir de ce grand dialogue national. Il faut dire que nos équipes d'Equinox sont sur place là-bas au Palais des Congrès de Yaoundé, qu'à tout moment on peut les avoir en collection, en repérage là-bas au Palais des Congrès de Yaoundé dans cette émission 10-12, le Zénith sur Equinox Télévision. Alors comme chaque matin, l'équipe est en place. D'abord vous, monsieur Batchou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Grand dialogue national ou grande désertion nationale. Telle peut être la question qu'on a appelée à se poser aujourd'hui, au vu de l'ensemble des récriminations qui, aux premières heures de ce grand dialogue, sont déjà en train de poindre à l'horizon. D'un côté, on a eu une assemblée très compliquée hier, avec des cris, des voix qui s'élevaient, au sujet de la décentralisation d'une part, et du fédéralisme d'autre part. Certains sont allés jusqu'à décrier la forte francophonisation, permettez-moi l'expression, de ces différentes commissions. Y a-t-il lieu de voir un croc en jambe? Dans tous les cas, après la soirée de gala, on en parlera. Voilà, monsieur Batchou Chalamel, qu'on va retrouver, madame, messieurs, à 10h et 40 minutes pour sa colère. On espère qu'on pourra la faire ce matin puisque à tout moment on pourra se rendre à Yaoundé pour le direct pour le Palais des Congrès de Yaoundé à l'occasion de ce grand dialogue national. Également sur le plateau ce matin, vous, Karine Santia, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopossi, bonjour aux téléspectateurs. Alors que tout le Cameroun et même la communauté internationale peut vivre à partir de la chaîne nationale et autres télévisions camerounaises, le dialogue national et tout ce qui s'y passe, même si on ne peut pas voir complètement ce qui se passe dans les commissions. Les populations de Bamenda crient parce qu'elles sont dans le noir depuis une semaine. Comment est-ce qu'on discute des choses qui vous concernent au premier chef et vous ne pouvez ni assister ni voir comment ça se passe? Également sur le plateau ce matin, madame, monsieur, Bombok Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Foposi-Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Moi, deux curiosités d'absence pour ce grand dialogue. Ni le président du Sénat, ni le président de l'Assemblée nationale ne sont visibles au dialogue. Jouent-ils les partitions dans les coulisses? Ont-ils été écartés? On ne sait rien. Mais toujours est-il que pour deux grandes institutions de ce pays, on aurait quand même pu sentir l'odeur, au moins l'odeur de ces deux représentants des deux grandes chambres de représentation de notre pays. Merci.
Je rappelle également que le président Biya n'est pas lui également là. Bon. Il avait dit que quelqu'un d'autre va Oui, jouer. mais Lui, au moins, il a parlé, il a dit qu'il passait le Voilà. témoin. Non, la présidence... D'ailleurs, Non, vous avez raison. D'ailleurs, Monsieur délègue par la Titi fonction Zezoa présidentielle. avait émis l'idée selon laquelle ça devrait être dirigé par le président de la République. Je partageais cet avis, ce point de vue de Titi Zezoa. Même au moins, lui, il a dit, je passe le témoin au chef du gouvernement. Bon, il me souvient, et c'est Jean-Robert Wafou qui nous le disait sur un plateau, il disait on ne délègue pas la fonction présidentielle en temps de crise. Et il en parlait, et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que RFI, la radio France Internationale, a d'ailleurs titré, c'était mardi hier, donc justement, en disant que le grand dialogue commence au Cameroun avec un grand absent qui est le président Paul Biya. Donc on peut évidemment le dire dans un contexte de séparation des pouvoirs, on peut bien imaginer que tous les pouvoirs se retrouvent là-bas, autant le pouvoir exécutif avec celui qui est à sa tête, autant le pouvoir législatif avec ceux qui sont à sa tête, mais également le pouvoir judiciaire avec, comme vous le savez, le premier président de la Cour suprême qui peut également lui aussi être là, ce qui n'est pas le cas. Daniel Mekobe-Sonnet, on voit très bien qu'il y a des personnes ressources qui ont été choisies pour certaines commissions qui sont liées au système judiciaire. On a le ministre d'État Laurent Isso, on a également le président du Conseil constitutionnel Clément Atangana. Donc on voit très bien que là encore, ces gens-là ont décidé d'être là, mais d'autres têtes du Cameroun brillent par leur absence. Il faut le souligner ce matin. Donc le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et le président de la République. Donc on peut s'interroger sur ces absences-là. Qu'est-ce que ça cache? Pourquoi ça? Nous y sommes. En tout cas, ce qui est certain, c'est que beaucoup avaient demandé que ce grand dialogue soit présidé par une personnalité neutre. Peut-être que ça aurait permis justement d'avoir la présence de ces personnes-là sans qu'il y ait un souci d'ordre de séance, évidemment, qu'il y ait de soucis protocolaires à cela. Puisque comme c'est le PM qui préside, beaucoup peuvent estimer qu'ils sont un peu au-dessus et qu'ils doivent venir se mettre en dessous du PM. Vous savez, dans ce pays, les gens ont leurs égos, il faut le respecter. Voilà, on va tout de suite, madame, monsieur, démarrer le programme de ce matin avec la première rubrique. J'ai envie d'appeler ça comme ça. C'est une rubrique, justement. C'est bien ça, hein, Dominique Audrey. C'est une rubrique. Voilà, vous me rassurez, c'est une rubrique. Non, ça ne l'est plus. Voilà. Dominique Audrey, Oyengele, l'histoire du jour. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi. Aujourd'hui, je vous transporte dans le quotidien d'une famille qui vit, en fait, ce sont des parents qui ont construit une maison, ils ont eu des fils qui ont grandi et chacun des fils se sont mariés. Et dans cette maison familiale vivent donc petits frères, grands frères et leurs différentes épouses. La scène s'est déroulée hier au quartier Bonakouamoin, j'ai des difficultés avec ce nom, juste ici au carrefour où on a vu deux coépouses. Alors, le carrefour Bonakouamoin, c'est le carrefour où on retrouve l'immeuble siège d'Equinox à Douala. Voilà, il y a des habitations pas loin de là où il y a donc justement eu cette scène-là qui m'a été rapportée par le voisin qui avait une bosse sur la tête. Il allait séparer les coépouses et il s'est pris une bouteille. Donc, l'histoire commence il y a quelques années avec les deux femmes qui, au départ de leurs différents mariages, s'entendaient. Mais malheureusement, on ne sait pas ce qui s'est passé entre-temps parce qu'il y a aussi le fait que le petit frère est plus nanti que son aîné. Donc, il arrive qu'il achète des équipements pour la maison, qu'il fasse des réflexions sans tenir compte de la présence de son grand frère. Donc, c'est lui le plus nanti et c'est lui qui prend les devants dans tout ce qui concerne la maison. Ce qui se passe dans hier, c'est que la femme du petit frère a fait des remontrances à l'enfant de sa coépouse en leur disant « Pourquoi vous passez le temps à salir la maison comme ça et en plus vous vous couchez sur les canapés de mon mari, vraiment je n'aime pas ça et autres. » Puisque ce n'était pas la première fois, sa coépouse s'est fâchée. Que mais ça c'est la fois de trop. Tous les jours tu grondes mes enfants, tu les insultes. Aujourd'hui vraiment c'est la dernière fois. Tu ne vas plus jamais remettre ça. C'est parti en sucette. Elles ont commencé à s'engueuler et la bagarre a éclaté. Les maris étaient présents. Tout ce qu'ils ont fait, c'est de regarder en disant vraiment, vous n'allez pas venir séparer la famille. Vous n'êtes pas là pour la division. Ce sont les voisins qui ont essayé de venir
séparés. Et celui qui me rapporte l'histoire mentionne que à plusieurs reprises, elles se sont chamaillées et c'est la deuxième fois qu'elles se retrouvent nues dans la rue alors qu'elles sont en train de se bagarrer. Donc elle mentionne les sorcelleries, le blocage et autres. Donc la question que le voisin me pose, c'est comment conseiller ces familles-là qui cohabitent, ces couples qui cohabitent, parce qu'il faut dire que ces frères partagent le salon, la cuisine, la douche, sauf les chambres. Donc, c'est ça. Donc, est-ce qu'on doit habiter avec nos épouses dans nos maisons avec nos frères? Si oui, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'on doit s'organiser? D'accord. Alors, première chose, le carrefour Bonakoman, ou bien le carrefour mobile Bonakoman, c'est un carrefour qui est connu au Cameroun pour abriter l'immeuble siège d'Equinox Télévision et Radio. Donc on est très heureux évidemment de faire la promotion de ce quartier-là, de ce carrefour-là, ce matin. Donc carrefour mobile Bonakoman. D'ailleurs, beaucoup de gens appellent ce carrefour le carrefour Equinox. Quand vous êtes à Douala, vous demandez, je vais au carrefour Equinox, c'est plus facile pour les taximens de vous amener à Equinox parce qu'ils se retrouvent facilement avec cette dénomination. Donc c'est intéressant aussi de voir que l'on peut être tout proche de gens qui ont des soucis et qui se réfèrent à nous très rapidement. Donc ceci étant, on va tenter d'éplucher, de disséquer l'histoire de ce matin, madame, monsieur, avec, on va le voir, des chamailleries, des querelles familiales, des femmes qui s'opposent sur tout et rien en même temps, on le remarque, avec des maisons familiales. On est habitué à voir dans les séries télévisées, hein, non pas que nous les voyons tout le temps, mais on a tendance il n'y a pas de mal aussi. Hein. Il y a du mal, il y a mal à voir ça. On voit dans les séries télévisées des familles où les gens sont ensemble. Papa est là, dans une grande villa, dans une grande maison. Chacun a son compartiment, appartement et tout. Et le soir, on se retrouve pour dîner au salon, à la salle à manger et tout ça là. Et parfois, on voit très bien que dans ces séries télévisées-là, il y a des problèmes inhérents justement à cette cohabitation-là. Donc, c'est intéressant de pouvoir comprendre comment cette cohabitation engendre des situations conflictuelles. Et donc, c'est là toute la problématique qu'on doit avoir ce matin, au-delà du fait qu'il faut, si oui ou non, admettre ci ou ça. Donc, quelle est votre position là-dessus, Bengan? Non, deux ou trois petites choses. D'abord, il faut dire que les femmes, chaque femme, et c'est normal, a besoin d'avoir son espace. Lorsque deux femmes partagent le même espace, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Vous voyez, même avec votre belle-mère, même avec votre propre fille, quand elle commence à grandir, vous savez, elle a une intimité, et ça, c'est normal. Mais là, c'est des détails. Le problème primordial, il y en a deux. D'abord, c'est l'organisation sociétale de nos peuples. Nous sommes, bon, on ne sait pas si c'est Sawa ou de notre, mais on peut faire l'économie des origines, j'allais dire, des nationalités de ce couple-là, parce que la culture africaine, c'est un arbre qui a des branches. Mais ici, il y a manqué à leur papa, à leurs parents, donc je parle des parents de ces garçons-là, la possibilité de procéder à l'héritage, au partage de l'héritage, au jugement d'hérédité. Généralement, ça commence avec l'aîné des garçons. Lorsque l'aîné, si c'est par ordre, qui se marie, c'est là où commence le partage de l'héritage. Quand il lui dit, c'est ici que tu vas construire, tu vas te déployer. Si je ne suis pas là demain, ton cadet, voilà, tel a tel terrain, tel aura ici, tel sera là, tel sera de l'autre côté. Tes sœurs qui iront en mariage, si il y en a qui ne vont pas en mariage, elles sont rattachées à tel ou à tel. S'il y en a une dont le mariage ne réussit pas et qu'il lui arrive de rentrer, elle sera rattachée à tel ou à tel ou à tel. C'est comme ça que, naturellement, le jugement d'hérédité commence. Mais il se trouve... Et c'est comme ça que vous voyez, entre parenthèses, hein, oui. Des femmes qui provoquent l'échec de leur mariage pour revenir discuter les biens avec leurs frères. Oui, justement, parce qu'elle ne devrait pas. Je tenais à faire ça. Oui, absolument, oui. elle ne devrait pas. Faire cette précision. Vous regardez. Non, ici, ça semble n'avoir pas été. C'est une parenthèse. Bon. Je ne sais pas si leur papa vit encore. Oui. Voilà, si leur papa ne vit plus, c'est l'organisation des funérailles
qui arrange tout ça, qui règle ces problèmes. Non, ils ont réglé, Bambouk. Ils ont décidé. Non. Je veux dire que, visiblement, les frères n'ont pas de problème. C'est leurs épouses qui ont un problème. Même ça, justement, on ne fait pas pour vous seul. Vous faites pour votre progéniture. Oui. Lorsque chacun, imaginons le cas où chaque garçon, chacun des garçons a 3 enfants. Oui. Les enfants vont vivre où? Ils vont vivre où? Tout le monde sera là, non? On va casser la maison, on va faire les immeubles. Même en cas d'immeuble avec R plus 28 ou plus 50, il faudra toujours... Vous avez raison. Il faudra toujours procéder à le partage de funérailles. C'est parce que beaucoup de gens ne pensent qu'à leur propre nombril. Hein. Mais l'attitude des hommes est quand même assez logique. Ils disent aux femmes, donc les femmes devraient s'épouser. C'est ce qu'on dit souvent. La femme va en mariage, c'est Charles Hamel aime le répéter, avec les idées de sa mère. Elle épouse celle de sa belle-mère et elle applique celle de son mari. Que vaut une femme qui n'applique pas les idées de son mari dans le couple? Ça veut dire qu'elle veut gérer. Non, c'est pas possible. Même si on comprend ses propensions à vouloir rendre ses idées. Maintenant, ici, pour aller vite, il faudrait que ces garçons, chacun cherche à avoir un espace. Parce que papa a construit... Diviser la maison? Non. En principe, pendant les funérailles, lorsque vous organisez, la maison revient au cadet. C'est le cadet qui reste dans la maison. Parce que vous, les aînés, vous êtes supposés avoir construit. C'est le cadet qui reste là avec la maman. Et c'est l'aîné qui coordonne, qui est le patron, mais c'est le cadet qui reste dans la maison familiale. Donc, ils doivent veiller. Donc, l'aîné doit sortir de la maison. Tous doivent sortir. Je ne sais pas s'ils ne sont que 2. Ils ne sont que 2. Voilà, ils doivent sortir de la maison. Mais sortir, ce n'est pas chasser. C'est-à-dire qu'on ne le chasse pas de la maison. Je veux dire, on organise les funérailles de papa et on procède. Si c'est l'unique maison qu'ils ont, est-ce qu'ils ont d'autres biens, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on regarde. C'est l'unique maison qu'ils ont. Voilà. Parce qu'en fait, on ne part pas du néant. On part de... C'est pour ça que l'expression où papa dit c'est ici que tu vas construire et qu'il te situe. Parce qu'il y a 3 proverbes qui lient, qui encadrent l'épanouissement d'un enfant en Afrique. On dit, il n'y a de richesse que d'hommes. Quand tu as des hommes, tu les moules. Après, tu les situes. Tu les situes sur la base également de 3 autres proverbes. On dit, la souris n'est pas l'esclave de l'éléphant. Je ne mange pas chez toi. Je prends ma décision chez moi. Voilà les 3 variantes. C'est-à-dire quoi? Quand on dit la souris n'est pas l'esclave de l'éléphant, que vous soyez pauvre, parce que ici on veut nous faire croire que tel a les moyens, tel autre n'a pas parce qu'il peut. Non, chacun s'organise. C'est une réalité, Bomo. Oui, une réalité qui fait que la souris n'a pas besoin d'aller voler chez l'éléphant. Et la souris encadre sa vie. Elle a besoin de 2 grains d'arachide pour vivre. L'éléphant a besoin de dévaster tout un champ ou 2. Donc chacun organise sa vie. Mais sauf que ces dérives-là sont observées dans nos familles. Non, ces dérives-là, nous les avons posées ici au Cameroun même. Oui. Parce que vous voyez les dates. Du 6 au 11 avril 1987, on a organisé un forum à Yaoundé qui avait pour thème la famille en Afrique noire. Et nous y avons mis l'implication de la religion, ce que vous appelez aujourd'hui les familles récomposées et tout. Tout y était mis. Mais sauf que ce soit la tradition, que ce soit les données que nous vous donnons pour vous arrimer au changement qui se livre à vous, quelle est l'orientation de la société capitaliste, comment vous devez gérer, quelle est l'implication des églises où vous êtes, comment l'implication de ces églises-là ne doivent pas moduler au point d'enlever le socle familial. Vous ne les appliquez pas. C'est pour ça que cette famille, ça me fait mal, mais ils n'ont pas appliqué, ni l'une ni l'autre. Donc, il faut suivre cette tradition, et parce que nos traditions sont flexibles. Donc pour vous, les chamailleries entre femmes ne sont que des détails. Hein? Oui, ne sont que des détails, mais ces détails viennent d'un problème de fond. Oui. Il faut que chaque garçon ait sa maison, et chaque garçon développe, donne une éducation et une instruction à ses enfants dans sa maison. Oui. C'est ce qu'on appelle « je ne mange pas chez toi ». Donc, vous savez, il y a des parents qui rêvent que leurs enfants soient ensemble
pour toute non, la vie. c'est un mauvais rêve. C'est un rêve non, aussi non, ça de vouloir que ses enfants, ça ne tient Dieu nulle que part. ses enfants soient ensemble. Être ensemble, justement, c'est que chacun a sa maison et il se retrouve au point d'un même ancêtre et ils coordonnent des choses. Maintenant, comment... Non, pas dans la même maison quand même. Chacun a sa maison parce que chacun doit s'épanouir. Oui, doit s'épanouir indépendamment de l'autre. Donc l'épanouissement, dans ce sens, devient un épanouissement. Non, épanouissement. Voilà comment ça s'est passé. Okay. Et papa donc donnait les orientations. Quand on veut vous faire construire la maison, on appelle les gens de votre génération qui vous accompagnent. Papa aussi a des gens de sa génération. Il vous dit, à partir de maintenant, votre fils a grandi. Voici sa femme, voici sa maison. D'accord. Ok. Monsieur Batchou Chalamel, sur l'histoire de ce baptême, quelles sont vos observations, quelles sont vos prescriptions? Alors, moi, je vois plutôt des personnes qui sont tentées d'attendre que l'un ou l'autre libère. Et qui font ce qu'on appelle une bagarre par personne interposée. C'est-à-dire... donc, ils instrumentalisent leurs femmes. Ouais, ça se passe dans les chambres où on fabrique. Et en journée, on laisse couler M. Eric Fopoussi. Pourquoi je le dis? Il y a un principe clair. On ne divise pas la maison familiale. Ça ne se divise pas. On ne peut pas venir dire on va diviser le salon. Non, c'est impossible. Ça, il faut déjà se mettre dans la tête que c'est strictement impossible de diviser la maison familiale. Parce que c'est un bien commun. On peut la réfectionner ensemble, on peut réaménager, mais la base, le socle reste. Et encore que la maison familiale n'appartient pas aux enfants. La maison familiale appartient aux petits-enfants. Ça veut dire que c'est les petits-fils de la famille qui tiennent la maison familiale. Ce n'est pas les enfants. La preuve, vous allez vous rendre compte que quand vous perdez quelqu'un, quand il a vu un décès, disons simplement, les enfants ont un type de langage et les petits-fils ont un autre type. Les petits-fils disent on ne t'oubliera jamais, tu resteras dans nos cœurs, tes enseignements. Oh, les enfants disent merci pour tout, on a grandi, tu as été là, tu nous as permis. Vous voyez, le langage est différent. Donc, c'est pour les petits-fils, c'est juste pour expliquer. Oui. Donc, et dire à ce niveau, donc, le gars, le frère qui vient, qui transforme le bien collectif en bien individuel est lui-même en train de tomber dans un trou, monsieur Eric Fopoussi. Vous n'allez pas, votre bonheur individuel, c'est acheter, équiper la maison, mettre les tapis et tout ça, c'est votre bonheur. Ce n'est pas, vous n'entrez pas dans la maxime du bonheur de l'autre. L'autre, lui, dit qu'il n'a pas. Comme il trouve, c'est le salon collectif. Il en profite. Ce qui est à toi, c'est ta chambre. Ce qui est à toi dans cette maison, c'est ta chambre. La cuisine, c'est pas la tienne. Le salon, c'est pas le tien. La douche, c'est pas le tien. La cour, ce n'est pas la tienne. Ce que tu as, c'est ta chambre. Non, mais non, arrêtons un peu. Mais si vous voulez qu'au salon, il y ait 2-3 choses, vous ne ferez pas. Pourquoi? Je dis, monsieur, ça, c'est votre bonheur individuel. Que vous voulez, vous mettez à la disposition de la communauté. Oui. Si vous tenez tant à votre bonheur, mettez-le dans votre chambre. Ne le mettez pas au salon. Nous avons été étudiants, M. Eric Fopoussi. À cette époque, on avait ce qu'on appelait les coachs. Nous, on s'appelait coach. Les cochambriers. Les cochambriers. Oui, on s'arrangeait à louer, prendre une maison, 3 pièces. On avait le salon. Mais quand vous arrivez, chacun avait sa chaise. Les gens allaient même voir les menuisiers pour fabriquer un petit fauteuil. C'était son fauteuil. Disposer la télé était dans les chambres. On recevait les gens dans ce salon, M. Eric Fopoussi. Donc, quand quelqu'un arrive, on dit que lève-toi. Assieds-toi ici. On tire le petit banc, on s'assied, parce qu'on sait que là, c'est la propriété collective pour tout le monde. Donc, ici, là, il n'a pas à s'en plaindre. Donc, les femmes ont été instrumentalisées par rapport à cette affaire. La seule chose que je lui dis, s'il a plus de moyens, qu'il libère. Mais s'il libère, il a la peur que l'autre va considérer la maison comme étant la sienne. Raison pour laquelle on va vivre ensemble, on va mourir ensemble. Mais, de peur que les autres ne se rendent compte de ce qui est en train d'arriver, on dit non, laissez, vous n'allez pas venir nous détruire, la famille doit rester, la famille. Mais entre-temps, on a des enfants qui posent des exactions. C'est mon mari qui a souffert pour acheter le fauteuil. Les enfants viennent avec les pieds sales. Est-ce que vous avez ça chez vous? Ils sautent dessus. Non, ils sautent dessus. Ils s'enroulent comme des petits bouts. Ils vont jouer dans la boue. Ils tombent sur le tapis. Ils glissent. Ça énerve forcément. Ça va énerver, irriter forcément. Si ce n'est le mari, c'est la femme. Parce qu'elle estime que la personne qui va nettoyer, ce n'est pas la femme du frère. Parce que si on savait que la femme du frère allait prendre sur elle de chasser ses propres enfants en disant ne salissez pas, parce que c'est un bien commun,
prendre le suel, de balayer ou de brosser les chaises en disant c'est un bien commun, là ça pouvait arranger les choses. Ouais. Il y a que la femme du frère, elle dit ah ce n'est pas mes choses, faites ce que vous voulez là-bas. Je vois, je m'assieds même là-bas combien de fois par jour. Je regarde même votre télé. Je suis moi dans ma chambre. Quand je finis, vous voyez, c'est des expressions et la culture joue beaucoup à l'intérieur. Mbambogo a déjà précisé cela. Une femme, lorsqu'elle arrive dans une maison, on devrait lui dire voici comment cela devrait se passer. Mais il y a ce qu'on dit au salon et ce qui se dit dans la chambre. Donc, conséquence, il faut que les aînés de la famille interviennent, qu'on les sépare. Les aînés, vous dites oui, de la famille. Les aînés de la famille interviennent, qu'on les sépare. Il faut absolument ça. Très bien. Alors, Karine. Moi, je ne sais pas le genre de femme qui accepte ce genre de choses. Hein. C'est grave. Pour une femme accepter ça, je ne sais pas comment elles ont fait. Ou c'est la peur de recommencer, la peur de quitter la maison familiale où il y a peut-être 5 chambres, avec une cuisine moderne, avec tout ce que le grand-père a laissé dans cette maison, tout le confort, laisser tout ça, et quitter, et aller louer une chambre avec son conjoint, recommencer à zéro, se battre pour pouvoir plus tard louer un studio et plus tard se faire une maison. Peut-être que c'est la peur de recommencer, parce que moi, je comprends rien. Une femme, vous connaissez les deux ont les enfants. Karine Santia, je sais que vous êtes capable de faire ça. Allez-y. Moi, je suis quelqu'un qui est très jalouse de son espace. Je dis très jalouse de son espace. Je peux tout partager. Vous voyez, tout partager. Surtout quand je sais que tu vas partir bientôt. Oui. Mais quand je sens que tu es là pour rester, non. C'est pas la même chose. C'est deux femmes. Si une d'elles a le même comportement que moi, et qui est peut-être arrivé avant l'autre, c'est-à-dire que lorsque les parents sont tous décédés, l'autre vivait déjà là, et que l'autre a vu que les parents sont décédés, la maison était vide, elle est aussi venue rester avec son mari, ça cause un problème. Il y aura toujours le syndrome du premier arrivé et de celui qui doit partir en fait. Parce que comme je suis là depuis avec mon mari, c'est moi qui ai pris soin de la grand-mère, c'est moi qui ai pris soin du grand-père. Non, c'est toi qui dois partir parce que tu es venu seulement en profiter. Voilà de quoi il s'agit. Maintenant, pour une femme qui se lève le matin, se lève, lave le sol, entre dans une cuisine, fait ça. Je ne sais pas si elles font la même cuisine. Je ne sais pas si elles ont le même four, parce que c'est la même cuisine. Ça ne veut pas dire que c'est les mêmes casseroles. Ça ne veut pas forcément dire ça. Mais ce que je remarque dans cette histoire, c'est qu'on a une grosse volonté pour les femmes à faire partir l'autre. Et ça, c'est un problème. Oui, c'est un combat. Parce que vous ne méritez même pas être là. C'est pas votre maison. C'est une femme comme vous qui a battu avec son mari pour avoir cette maison. Dégagez. Faites pour vous. Parce que c'est quand même une incongruité qu'on vive encore aujourd'hui au 21e siècle. Un gros gaillard avec sa femme et son enfant, l'autre gros gaillard avec sa femme et son enfant, ils dorment dans la chambre que papa a laissée, l'autre dort dans la chambre que papa a laissée. Et à quel moment est-ce que vous pouvez dire qu'on a réunion familiale? On fait la réunion familiale avec les frères et cousins où? On fait où? Parce que les maisons, là, généralement, soit on les laisse vides, soit on fait habiter une personne qui n'a forcément pas d'enfant, qui va vivre seule là-bas, ou c'est pour ça que M. Mathieu a parlé d'un petit frère, soit... Parfois, on a même en location pour d'autres. Dans les familles où ça bagarre beaucoup, on met en location, tu touches le mois, si je touche l'autre mois. Mais généralement, on ne conseille pas de mettre ces maisons en location. Parce qu'il faut toujours quelqu'un pour prendre soin de ces maisons-là. Oui. Mais pas forcément que vous soyez là avec ma femme, dès que tu sois la femme, bonjour! Et on sent l'hypocrisie. Tu ne peux même pas partir, dis donc. Tu fais quoi ici? J'étais là depuis avant toi. Tu veux que je fasse quoi ici? Hein? Une pauvre comme ça là. Tu peux même pas balayer le sol. Tu ne connais pas préparer. Chaque fois que tu passes, ça se gâte. Vous voyez, c'est un gros conflit. Et les femmes sont championnes de ce type de querelle. Elle dit d'abord, c'est qu'elle rumine. Elle ne va pas venir forcément. Le jour là, quand elle a parlé là, c'est parce que non, elle t'a gardé. J'attends que la femme s'y touche mon enfant. Salit. Parce que parfois, il y avait des complexes. Entre femmes, des complexes qui se partagent. C'est-à-dire que si une femme a une belle coiffure, parce que souvent le déclencheur du conflit n'est pas aussi simple que ça. Le complexe. Parfois, c'est même souvent un petit complexe. Un petit complexe que l'autre est plus belle ou l'autre est moins belle. Ça semble être des choses comme ça. Ou une qui est sale et l'autre qui est moins sale. Voilà. J'écoute parfois des conflits. L'histoire nous dit, les deux ont les enfants, n'est-ce pas, Dominique? Et l'histoire nous dit qu'il y a une que son mari a un peu. Et vous savez ce que c'est que les personnes qui ont un peu dans des familles où on vit tous ensemble. C'est-à-dire, aujourd'hui, il va rentrer le poisson brisé, manger dans sa chambre avec sa femme. Le matin, on va voir les arrêts dans la poubelle. Ça va causer un problème.
Demain, la femme va préparer le porc, l'autre femme va aussi manger. Elle mange comme ça, alors qu'elle est incapable de préparer la même chose. Ça va faire encore un autre problème. D'accord. Après-demain, l'enfant va venir s'asseoir sur le fauteuil. Naturellement, quand c'est ton enfant, tu ne parles pas. Mais s'asseoir sur le fauteuil, porter les pieds, mettre sur le canapé. Tu fais quoi là-bas? Eh bien si, ta mère est capable d'acheter ça, avec ton père paresseux. Machin. Ça va commencer là. Oui, c'est comme ça que ça va se passer. Et vous voyez que pour mieux vivre, monsieur Foupoussi, c'est mieux de vivre séparé. Parce que vous voyez dans des familles, je vais chuter par là, il y a des familles où un grand frère est... Ne chutez pas, garé. Il y a des familles où un grand frère est, il dit non, mon petit frère a beaucoup trop souffert, je veux lui donner mon terrain pour qu'il construise et après ça devient des problèmes. Généralement, il faut vivre séparé. Et vous allez voir que vous serez une famille unie. Parce que quand vous allez vous retrouver, le sentiment de manque, le sentiment d'envie de voir les neveux, le sentiment d'envie de voir la famille, vous allez vous sentir heureux. Mais quand vous vivez ensemble, ça tue le bonheur. D'accord. Karine Santia, merci pour les simagrées et tout ce que vous avez. Vous avez mimé beaucoup de choses ce matin. Hein. Je vous sais très talentueuse. Alors, Dominique Audrey, l'histoire de ce matin, on a écouté les uns et les autres. Vous êtes sur quel pied vous dansez ce matin? Malheureusement, dans la vraie vie, moi, je ne partagerai pas ce genre de maison. Ça, c'est moi. Donc, vous dansez dans ce matin. Mais logiquement, monsieur Foupoussi, on doit pouvoir vivre avec son frère dans la même maison et avec sa femme. C'est la faute des maris parce que lorsqu'ils ont ramené leurs différentes femmes, ils n'ont pas fait savoir à ces femmes-là qu'elles venaient pour être une famille. Moi, je ne comprends pas pourquoi je vais être jalouse de ma coépouse qui va acheter une greffe qui arrive au bas du dos, alors que je sais logiquement et personnellement que mon mari n'a pas suffisamment de moyens pour m'offrir ce genre de choses. Je suis de ceux qui pensent qu'il y a de la place pour tout le monde. Que ce soit dans le travail, peu importe, dans la vie, il y a de la place pour tout le monde. Malheureusement, ces deux hommes-là sont tombés sur de mauvaises femmes, tout simplement. Parce qu'on a celle-là qui estime que mon mari en a suffisamment, dont je peux vous assujettir. Et on a l'autre qui est visiblement un peu envieuse. Si elle n'est pas envieuse, elle subit juste les frustrations de ce que celle-là lui fait endurer tout le temps. Donc moi, vraiment, pour moi, je pense qu'il est important que ces hommes-là reprennent le dessus. Qu'ils fassent savoir à ces femmes-là que les chefs, c'est eux. Si elles ne peuvent pas s'entendre, parce qu'une famille où les femmes, elles discutent quoi? C'est pas comme si ce sont deux femmes qui sont en train de discuter, un homme. Et il y a des familles où des parents vous disent que voilà la maison, pourquoi vous voulez partir de là? Est-ce que la maison familiale, c'est que non? Comme il y a la maison familiale, les enfants ne peuvent pas aller construire. Pas forcément. Quand mon père est encore vivant, il attend pas forcément. Vous pouvez partir et votre père vous fait revenir dans la maison. Il y a eu des situations comme ça. Que les parents veulent que leurs enfants soient là. Et ce n'est pas mal. Les femmes là doivent se calmer, tout simplement. Elles doivent se calmer et rester à leur place. D'accord. Votre mari, vous faites un homme normal, vous faites ce genre de remontrance à son neveu, il rentre, il vous bastonne. Plus jamais. Ne parlez pas comme ça à mes neveux. Même si vous aller par derrière parler à votre frère, en lui disant que vraiment, essaie un peu de voir comment les enfants... Après, il faut bien comprendre que elle aussi, elle a... Non, ça c'est autre chose. C'est votre histoire. Moi, je sais pas, vous commentez votre histoire, c'est tout. D'accord. Ok, Chalabel, monsieur, 30 secondes. Je voudrais juste préciser que, à ce que Karine et Dominique ont dit, quand l'homme arrive, il ne demande pas aux enfants qui a sali, c'est à sa femme. Il entre dans la chambre, il demande, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ce que j'ai acheté là hier, c'est déjà ça? Comme ça. La femme se justifie en disant que c'est les enfants de ton. C'est pour ça que je dis qu'il y a nécessité pour les aînés de pouvoir intervenir. Ce n'est pas les deux qui vont dire que c'est pas toi, non. Lorsque les aînés vont intervenir, il faudrait qu'on trouve un consensus pour permettre à chacun de se sentir tout simplement à l'aise. La preuve, la maison familiale est le lieu où les petits-enfants passent leur congé. Donc on peut les libérer et mettre quelqu'un qui est là pour apprendre. Pour accueillir les enfants à chaque fois qu'ils viennent. Accueillir les enfants, c'est tout. Voilà. Et les deux femmes se retrouvent pour 3 mois après, chacune prend sa route. Oui, absolument. D'ailleurs, je pense que Karine Santia a résumé clairement. Non, elle a dit qu'il faut qu'ils sortent. Non. Si c'est qu'ils doivent sortir, il faut que des aînés interviennent. Parce que ce n'est pas la volonté des femmes. Je dis, c'est les hommes qui se cachent. Je vous ai pris un exemple. L'homme, en passant lance l'œil, il voit comment c'est ça. Il va poser la question à sa femme. Il ne demande pas à la femme de son frère qu'est-ce qu'il a fait. Non, c'est à sa femme qui dit que mais tu t'occupes mal des choses, comment j'achète des choses ici. C'est elle qui prend la tasse.
Et par conséquent, quand elle sort, elle voit un enfant qui joue, elle est obligée de réagir. Voilà. Allez-y, on va lire quelques messages rapidement. Femme de mauvaise souche, tout simplement, faut les séparer. Onana, épouse Nembot Njassa Baleng, qui nous envoie ce message. Onana, épouse Nembot. Ah, d'accord. My name is Nicole. Just to let you know that any ground-up man supposed to live in his own house before getting married. Ça, c'est un message qu'on vient de nous envoyer un autre message. Monsieur Charles a vraiment raison. Et d'ailleurs, pour mieux vivre avec sa personne, il faut être éloigné. Un autre message, je ne peux pas accepter de partager cela et d'attacher à une femme dont vivre avec son frère marié étant soi-même marié donnera toujours lieu à des problèmes. Blaise de Bouddha qui nous écrit ce matin. Et forte coloration de personnes qui nous regardent de l'Ouest. De l'Ouest aujourd'hui. Vous faites exprès du tout pas. d'en sélectionner? Pas du tout. Voilà. Alors, je suis mon cam à ce sujet de famille. Je dirais que on ne vit pas en couple dans la maison parentale. Que chacun de ces messieurs prenne sa famille et se cherche. Très bien. Un autre message qui nous parle. Un dernier message pour être clair et net. Chaque couple devrait avoir son intimité. Chacun devrait se chercher à se construire soi-même, comme si cet héritage n'existait pas. Garder cet héritage comme maison de réunion familiale. C'est Dorval Nice Luc de Tchon. D'accord. Je ne suis pas d'accord avec. Chalamel, bon, bref. Vous savez, c'est toujours un gros débat dans ce que vous dites et ce que Boro Bengan dit, dans ce que Karine Sontia dit. Et je vous écoute parfois ici en tant que modérateur. Et j'ai eu parfois l'impression d'être un peu éloigné de beaucoup de choses. Moi, j'ai juste envie de dire quelque chose d'assez intéressant. Un être humain, et c'est mon combat chaque jour sur ce plateau, un être humain doit penser à se constituer son patrimoine à lui pour le léguer à ses enfants. J'ai toujours pensé ça. Maintenant, comment est-ce que vous mettez ça dans un contenant libre à vous? Mais il faut que la base de tout ça soit que quand un être humain naît, qu'il imagine qu'il peut avoir des biens pour les léguer aussi à ses enfants. Monsieur Eric Fopoussi, il y a des parents qui éduquent leurs enfants sans leur apprendre que tu dois te battre pour acheter un terrain, tu dois avoir ton chez toi. Il y a des parents qui éduquent leurs enfants avec l'esprit dépensier. On a vu des enfants ici, quand vous lui rappelez, c'est à 40, 60 ans que vous lui dites, attends, tu es toujours en location. Tu es toujours en location, tu n'as pas de... C'est là où il se réveille. Il se réveille et il prend conscience que s'il avait eu quelqu'un qui devait l'accompagner dans sa vie pour lui dire, écoute, achète un terrain, ce n'est pas qu'il a eu. On a connu plein de personnes qui ont eu de l'argent, mais jamais cela n'a effleuré. Éduquez vos enfants dans ce sens. Voilà. C'est là où je dis que je ne suis pas d'accord. Éduquez vos enfants dans ce sens en disant à l'enfant, la seule chose que je te donne, c'est l'instruction. Demain, lorsque tu trouveras ton argent, tu vas t'acheter ton terrain. Un homme qui n'a pas de maison. Et si tu veux m'inviter chez toi, ne m'invite que lorsque tu auras conçu. Je ne viendrai jamais te visiter en location. Ça, c'était les idées de mon papa. Voilà. Lui disait, je ne viendrai jamais chez toi tant que tu es en location. Ne m'invite que quand tu auras une maison. Et ça, pousser les uns et les autres à se battre pour dire, il faut que papa vienne voir mon chez moi. Donc, si les parents ne le font pas, on aura ça. Voilà, justement. Donc, c'est ça, en fait, la ligne directrice. On va vous remercier, Dominique Audrey Oyegelek, pour votre rubrique. Le temps pour nous de prendre la prochaine articulation de cette émission. Il s'agit, et ça, vous le savez, vous qui êtes des habitués de ce programme, de la collègue de Charles Hamel. À tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question de la recrudescence des crimes rituels au Cameroun. Ça commence petit à petit, ou si vous voulez qu'on parle trivialement, ça commence petitement. Je m'interroge ce jour sur la question de ces crimes rituels qui ne cessent d'abonder dans les régions. On a fui désormais la capitale. On se retrouve dans les régions, avec la région de l'Ouest en tête.
Quel est le voile noir qui plane sur le Cameroun depuis des années? Quelles sont les forces maléfiques qui tirent la tunique de Jésus et des chrétiens par le bas depuis bientôt 10 ans? À quand la prise de parole des pouvoirs publics pour rassurer les riverains meurtris par la sauvagerie des tueurs? Quand cesserons-nous de pleurer nos morts? Crimes rituels, personnes mutilées, des femmes violées qui nous rappellent que la jungle s'est installée dans ce pays inondé de sang. Que fait le gouvernement? Que disent les autorités? Telle est la question qu'on peut être appelé à se poser. À quoi nous servent l'ensemble des enquêtes ouvertes par nos forces de maintien de l'ordre? Chaque jour on ouvre, on ne referme pas. Comment comprendre le fait que dans ces pratiques, les parties mutilées soient les mêmes? Sexe, utérus, cœur, rein, foie et langue. Parfois, on ajoute les yeux pour ce qui est des nouveau-nés. Comment comprendre qu'on se retrouve à souffrir, à vivre le privilège de ces individus qui en rien ne sont inquiétés? D'ailleurs, comment comprendre le fait que tous ceux qui ont eu le privilège de recevoir une éducation éthique et morale, où le succès passe par le travail et l'effort, soient perdus dans cette république, transformée en république du copinage, où le bon sens politique est devenu déficitaire? Ceux qui sont impliqués dans les cercles complexes développent une mentalité politique curieuse et non favorable au progrès. Comment comprendre le fait que dans notre pays, pour devenir quelqu'un riche ou prospère, ou prospérer même dans les affaires, il faut intégrer des cercles compliqués. Et puis y rester, il faut se salir les mains en ordonnant des sacrifices humains. Rappelons-nous de l'ensemble des cours qu'on a pu comprendre, qu'on a pu retenir après les auditions de ceux interpellés dans la ville de Tchang. Les yeux arrachés pour permettre de voir le monde de l'au-delà. Les leaders politiques engagés dans les challenges électoraux n'hésitent pas non plus à intégrer les loges, dit-on, de ce côté de l'Ouest où cette recrudescence des crimes rituels est en train d'atteindre le summum. Comment donc comprendre qu'on peut vivre dans un pays où les jeunes ne peuvent plus se balader librement, kidnapping des enfants, disparition des enfants, on retrouve découvertes macabres des corps mutilés aux abords des mangroves, aux abords des rivières, et on se demande finalement quelle est l'identité de ces individus qui posent des actes pareils. Rappelons-nous de Titus Edouard qui, dans son livre « Méditation de prison », résumait en quelques phrases la sorcellerie et les pratiques mystiques au plus haut niveau de l'État, boire tout frais du sang humain, pratiquer comme rituel de purification et d'allégeance l'homosexualité, engager en astral des combats nocturnes épiques et suicidaires sur des avions tapis volants, déguster de la chair humaine faisandée à l'étouffer, livrer en sacrifice à la confrérie tour à tour, le plus aimé de ses proches, organiser des messes sabbatiques très noires en couleur pour défier le Dieu tout-puissant entouré de sa cohorte de saints, pactiser avec Lucifer, le diable, forniquer avec des cadavres humains. Que dire alors des écrits de Charles Ateba Yéné? Le Cameroun est en train de pourrir. Au lieu de pourrir par la tête, il pourrit par le bas. C'est très dangereux. Parce qu'à l'heure où je vous parle, nombreuses sont les familles qui ont les mains sur la tête, se demandant quand est-ce que reviendront leurs enfants. Voilà, c'est une question particulière et on va tenter de disséquer cette question-là puisque on se rend compte qu'il y a en face de nous des dirigeants qui ont simplement abandonné nos enfants qui sont malheureusement le plus souvent les victimes de ces atrocités qui viennent des crimes rituels, des enfants qui ne demandent qu'à vivre, des enfants dont on vole l'innocence et même parfois la vie dans ces pratiques de sorcellerie liées à des crimes rituels. On a ici le souvenir encore récent, il y a quelques jours seulement, de cette jeune fille, Grace, qui a été violée
c'est grave parce que les images que nous avons reçues sont, je veux dire, c'est grave. J'ai une émotion particulière quand j'évoque ça parce que c'est quand même terrible à quel niveau on arrive avec des gens qui parfois pour des raisons, on va dire, de survie ou pourquoi, ou simplement d'ascension sociale, sont obligés de prendre des raccourcis, de prendre l'ascenseur alors qu'il y a des escaliers, ils pourraient monter doucement et ils arriveraient normalement au sommet de l'immeuble. Malheureusement, c'est ça. Donc la jeune Grace, ou la jeune Grace si vous voulez, nous pensons à elle ce matin. Alors Boro Bengan, vous avez la parole pour, avec nous, comprendre cette thématique-là. Je vous parlais tout à l'heure à l'histoire du jour de ce fameux colloque qui a eu lieu au Cameroun en 87, en avril 87, sur la famille en Afrique noire. Vous savez, c'est la Grande Royale qui disait, quand, dans cet ouvrage, qui disait, ce qu'on va perdre en allant à l'école des Blancs, vaut-il ce qu'on va y gagner? Elle a dit non. Nous en sommes là plein. C'est-à-dire que l'organisation sociétale de nos pays réglait ces problèmes de manière claire. Maintenant, comment concilier? Parce que c'est ce que un de grands dialogues qui se trouve à Yaoundé, on est coincé là-dedans. C'est-à-dire comment allier la justice traditionnelle, notamment nous avons les tribunaux de premier degré et les tribunaux coutumiers. Comment arrimer, gérer ces choses-là avec l'ordonnancement juridique que vous connaissez, vous appelez la justice positive, dont les tribunaux de première grande instance et tout ça jusqu'à votre Cour suprême. Voilà l'ambiguïté. Lorsque nous vous disons par exemple que nous devons liquider l'héritage colonial, n'en est là. Donc, ces pratiques de rituels avec des sectes venues d'ailleurs, de la même manière que les religions. C'est automatique ça, Bobo Bengan? J'ai dit oui. C'est toujours une question de... Oui. Et ça... D'exportation de croyances? Absolument. Absolument. D'importation de croyances? Oui, oui, c'est comme les religions là, que qui nous empestent là. C'est de la même manière que les sectes pernicieuses sont entrées chez nous. Et comme vous dites, vous légalisez n'importe quelle église, n'importe quelle, sans savoir ce qu'il y a derrière. Et ça rajoute donc à ce que Charles Lamel a dit. Quelles sont ces enquêtes qu'on ouvre, qu'on ne referme jamais? Bon, veut-on dire que les magistrats camerounais ne peuvent pas faire des enquêtes ou ne savent pas faire des enquêtes? J'ai dit non, ils savent bien faire des enquêtes. Mais sont-ils butés à quel niveau? Pourquoi ne bouclent-ils pas leurs enquêtes? Il y a eu Mimboman, il a cité Ateba, il en a cité, il y a des pleins, il y a même en plein Yaoundé. Quelqu'un avait un restaurant, il s'appelait apparemment Jesus, où une femme a tué sa propre fille. On faisait manger la chair humaine dans le hérou. Et les gens s'alignaient. Où en est-on avec ces enquêtes? Mais, Bombok, moi je le dis parce que il y a quand même une... Je veux dire, à quel niveau on doit mettre le curseur? Il y a des personnes qui pensent qu'on devrait durcir les sanctions. Mais vous dites qu'on ne sanctionne pas du tout parce que ce qui est prévu actuellement par la loi n'est pas respecté. Justement, puisqu'on n'arrive même pas à boucler les enquêtes. Oui. Vous avez par exemple le décret 69-2F-504 du 19 décembre 1969 qui porte organisation judiciaire et procédure devant les juridictions traditionnelles. Il faut revoir cette loi parce que là maintenant, bon, les gens vous disent que fédération, voilà une loi donc qui régit, qui est dans le système fédéral du Cameroun, mais qu'on laisse et qui doit être président du tribunal de premier degré. Si on nous confie, par exemple, dans l'aire géographique encadrée par les Mbombok être président du tribunal, dans l'aire géographique qui est encadrée par le FON président du tribunal par les Lamido, un Lamido président du tribunal ou bien par les chefs des autres côtés. Donc, si on laisse ces juridictions, qu'on les réforme pour connaître non seulement des litiges fonciers, des problèmes de ce genre et tout, vous allez voir, puisque nous, dans la juridiction traditionnelle, nous avons des sanctions. Et je peux vous prendre des exemples où il y a eu des cas, des gars qui étaient pris dans la sorcellerie, où vous avez des femmes là, où ils avaient agressé des gens au champ, ou qui se transformaient en panthères pour tuer des gens. On les punissait. Et ce sont certains d'entre eux, ils s'étaient transformés en esclaves des Allemands. On les a érigés
comment vous appelez ça, en chefferie de premier degré. Ouais. Parce que quand les Allemands sont arrivés, c'est le premier contrat, je parle là de l'administration qui commence à arriver. Voilà les gars bannis parce qu'ils ont commis des crimes, Incestueux. inceste et tout, un certain nombre de choses. Mais ils se sont transformés en esclaves au point où les Allemands les ont imposés. Les Allemands. Les Allemands les ont imposés. D'accord. Et l'administration coloniale française et britannique qui vient intériner. Et quand vous venez donc aujourd'hui avec vos lois dites justice moderne, vous parlez de Donc vous dites démocratie, qu'il y a des choses beaucoup de chevaleries de premier degré qui ne méritaient pas. qui ne méritent pas d'être premier degré. Donc ça nous ramène donc à confier aux autorités les vrais, pas les chefs auxiliaires d'administration là, ils ne peuvent pas. Les vraies autorités traditionnelles, les juridictions du premier degré et les chefferies traditionnelles. Vous allez voir, et comment vous appelez ça, les tribunaux traditionnels. Vous allez voir que ça va régler. Puisque nous avons le DIC. Par exemple, une femme pleure. On a sodomisé son nourrisson de 6 mois. Plus sa fille de 6 ans. Avec le petit frère de son mari. Et avec le Ndjek et le Turc, le Turc est là. Mais vous allez dire, est-ce que le sang qu'on a pris... Je vous ai évoqué le cas ici de la petite Grâce qui a 3 ans, qui est morte. Elle a été violée du vagin et de l'anus à 3 ans. Oui. Et votre juridiction a fait donc comment? Si on nous confie ce genre de choses, d'abord, il n'a pas 9 jours. Vous avez une avec fille cette fille de 3 ans. D'abord, le coupable sera connu dans les 9 jours qui suivent. S'il ne demande pas pardon, on l'élimine. Ce genre de truc, vous appelez ici, après vous allez dire les droits de l'homme. Vous avez la peine de mort dans votre code pénal. Faut qu'on s'entende. Hein. Il y a également un débat qui commence à poindre sur la qualification de ces crimes-là. Est-ce qu'on doit les appeler crimes rituels automatiquement lorsqu'on est en cas de pédocriminalité, lorsqu'on est dans des cas de pédophilie criminelle? Oui, de pédophilie, pardon. Oui, il est établi que pour la plupart des cas, ils le font parce qu'ils font des pratiques magiques. Est-ce toujours comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas toujours, il y a quelques des dégénérés, des sociopathes, des dégénérés? De toutes les manières, on reste là dans la terminologie occidentale. Mais nous, on peut bien apprécier, on peut bien qualifier ce genre de crime. On peut savoir si c'est un crime qui quelqu'un veut tirer la substance vitale de l'être qui est subi, ou alors quelqu'un d'autre qui est peut-être déréglé mental. Est-ce qu'on a besoin de faire autant d'atrocités pour faire ça? Mais la société capitaliste n'est faite que d'atrocités. N'est faite que... Bon, à l'église, on vous parle de diable. Nous, on ne connaît pas le diable. La société capitaliste est née dans la guerre. Elle s'est construite dans la guerre. Elle s'est construite dans la rapine. Elle s'est construite dans la prédation. C'est ça la société capitaliste. Même l'histoire du jour, en fait, c'est parce qu'on ne s'est pas intégré dans la société capitaliste. C'est ça. Or, nos sociétés ont une régulation pour, j'allais dire, apporter le vivre ensemble en paix et dans la confiance. Bon, merci de nous avoir su si bien donc édifié sur cette question prégnante ce matin, madame, messieurs. Restez avec nous sur Equinox Télévision. Nous marquons une pause, une courte pause, une très très courte pause. Rendez-vous dans quelques minutes pour la deuxième partie. À tout de suite. Retour sur ce plateau, madame, messieurs, 10-12, le zénith de ce mercredi 2 octobre 2019. Merci de nous retrouver. Alors pour cette deuxième partie de l'émission, on va continuer à évoquer cette colère de Charles Abel sur les crimes rituels au Cameroun. D'abord, vous, Dominique Audrey, sur votre regard concernant cette question. Oui. En ce qui concerne la question des crimes rituels, moi, je mets ça un peu sous le coup de la défaillance du système éducatif. Parce que si on prend par exemple le cas des albinos, la croyance populaire en Afrique, en Tanzanie, au Malawi, dans certains pays, on se dit que tuer un albinos vous donne un certain pouvoir de par leur couleur de peau. Oh que non. Pourtant, si on instruisait suffisamment les gens en leur faisant comprendre pourquoi est-ce qu'on a des personnes différentes de couleur, ce serait facile. Il y a également la pauvreté, parce qu'on sait également qu'il y a des gens qui vivent à moins de 500 francs par jour dans certains pays. Donc, par conséquent, au Cameroun, ils sont 8 millions. Ils se trouvent donc manipulés par certaines personnes qui leur disent non, rapportez-nous telle chose et on vous donne tel montant.
aujourd'hui dans les entreprises ou bien pour les personnes qui ont déjà des emplois ou bien qui veulent des nominations, on a même également des gens qui font pour avoir des femmes, parce qu'il y a quelqu'un qui me parlait de ces choses-là une fois. En plus des crimes sur les humains, on le pratique également sur les animaux pour avoir certaines facilités. Le gouvernement, pour moi, a la possibilité de faire des choses. En 2015, en Tanzanie, on a condamné à mort, on a attribué la peine de mort à 4 personnes qui avaient commis un meurtre sur un albinos. Donc, si on prend des mesures drastiques, parce que les familles des victimes aujourd'hui sont butées face à ce qu'on peut appeler de l'injustice. On peut avoir des personnes qui sont coupables, on a même des certitudes que ces personnes sont coupables de meurtres sur les membres de la famille, mais rien n'est fait. On a dans l'impunité des personnes, des commanditaires généralement de ces situations-là. Donc il faudrait que on s'associe avec des gens comme Bombok, parce que la justice là, elle est trop lente. Elle est trop lente parce que je ne sais pas comment on va consoler la mère de grâce. La dame qui a perdu ses 2 enfants en l'espace de quelques heures là, on n'en parle plus. Les 15 filles de Colbison, personne n'en parle. Celle de Mimboman, personne n'en parle. Tous les jours, il y a un nouveau cas pour ceux qui sont médiatisés. Mais attendez, on va tous mourir comme ça? On va marcher avec nos enfants sur le dos désormais? Je pense que c'est ce qu'il faut pour faire. les soustraire. Alors, Karine. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Parce que dans un pays où, lorsqu'il y a des choses pareilles, ce n'est pas la police qu'on veut entendre. Monsieur Fopoussi, nous regardons tous la télé, on voit comment dans les séries policières on fait. Chaque fois qu'il y a des choses pareilles, c'est le procureur de la République qu'on entend en premier. C'est lui qui vous dit, il y a eu telle chose, les enquêtes sont en train d'être menées de telle manière. Et à chaque fois qu'il y a évolution, on met dans la presse, on fait les gens comprendre qu'on a tel suspect, il s'appelle comme ça, on est en train de le suivre, voilà les éléments qu'on a contre lui. Il dit, on fait suivre l'affaire parce que dans une société où on vit l'impunité au quotidien et lorsque ça commence à toucher des enfants, monsieur Fopoussi, sachez que la société est à ça de sortir dans la rue. Il dit à ça. Combien de personnes vont devoir se taire, créer des hashtags pour qu'on finisse par en parler? Combien de personnes vont devoir se taire pour qu'un jour, un procureur dans une ville, monsieur Fopoussi, se lève et dise qu'il faut que ça stoppe, on doit chercher les coupables. Ils sont là, on les connaît, mais personne n'en parle. Vous voyez une situation comme ces enfants qu'on avait parlé dans le Mungo, en Konsamba là-bas. Il était là le coupable. On l'a même arrêté. Mais 2 semaines après, on l'a revu au quartier. Monsieur Fopoussi. Il dit 2 semaines après, il était au quartier. Vous voyez, le commissaire... En ce moment, il serait en Belgique. Voilà. Oh, le commissaire va juste appeler l'élément. Vous avez arrêté quelqu'un là-bas, pardon, libérez-le. Je ne veux pas avoir les problèmes avec la hiérarchie. Mais basta, on n'en parle plus. À ce moment-là, on tue les hashtags, on fait les regards sociaux ici chaque fois. Les mamans parlent de leur propre mari, monsieur Fopoussi, des pères des enfants qui abusent des petits garçons qui finissent par en mourir. C'est encore des crimes rituels, ça aussi? Monsieur Fopoussi, ils finissent par mourir. Un papa se lève comment, monsieur Fopoussi? Il n'y a pas de psychopathie là-dedans. Il n'y a pas de pathologie dans la tête là-dedans. Un père qui se lève un matin, prend son petit garçon, abuse de son petit garçon. Il peut juste être un criminel. C'est un crime qui a une explication en Afrique, monsieur Fopoussi. Okay. Parce qu'au final, si c'était un criminel normal, il serait en prison. Mais c'est un criminel qui a des connexions. C'est un criminel qui a des relations, qui est capable d'être libéré à chaque fois. Mais non, il dit que si la société pouvait se lever un jour, attraper un de ces gens, et dit sans la police, on vous zigouille bien votre appareil génital, vous comprendrez que ce que vous faites aux enfants... Non, monsieur Fopoussi, il faut parfois... Non, mais vous savez quelle est ma position là-dessus. Mais après... Monsieur Fopoussi, oui. Monsieur Fopoussi, où sont les droits de l'homme? Où sont les libertés universelles? Oui. Lorsqu'une enfant de 3 ans se fait tuer parce qu'elle a été abusée toute une nuit. Avant ça, il y a eu le bébé de quelques mois qui dit ce bébé de 3 mois qui est assassiné comme ça, personne ne parle. Ministre des Affaires sociales, rien du tout. Oui. Ministre de la Femme et de la Famille, rien du tout. Ministre de la Jeunesse et de l'éducation civique, rien du tout. On n'en parle pas, on reste tranquille parce qu'il y a... Je consens ce que vous dites. J'ai moi aussi, pour les mamans. J'ai moi aussi du cœur pour ça. Mais vous savez, on est à la télé, on ne peut pas à la télé inciter les gens à la justice pour soi, justice populaire. Ça va finir par arriver. Qu'on le fasse ou après, pas. nous devons évidemment... Vous avez regardé les réseaux après, sociaux, nous devons, et parce que j'ai vu beaucoup de choses. Le hashtag vous avez vu? Oui, il y a d'ailleurs
une vidéo qu'une jeune Camerounaise a postée sur Twitter où elle montre un présumé violeur de crimes rituels, comme vous dites, à qui on a attaché les membres inférieurs et supérieurs, et vous avez un bulldog allemand qui vient se nourrir de son sexe. Vous voyez? Et qui vient lui arracher le sexe, un bulldog allemand, un berger allemand qui vient lui arracher son sexe, et justement, la jeune Camerounaise en question estime que l'on devrait opposer ce type de traitement à toutes les personnes qui seraient soupçonnées ou pas d'avoir violé, comme on le voit. Mais après, vous savez, c'est tout le débat. C'est que, est-ce que, au final, nos autorités judiciaires n'ont pas cette responsabilité, justement, de faire en sorte que les sanctions qui sont prévues soient appliquées? Mais c'est pour ça que Karine a commencé par indexer le procureur. Voilà. Nous avons les procureurs dans ce pays. Non, mais il me semble, et c'est important parce que nous sommes au grand dialogue national, il me semble qu'il y a une commission qui parle du système judiciaire. Je rappelle qu'aux États-Unis, dans le système anglo-saxon, le poste de procureur est un poste éminemment politique. Et que généralement, c'est un poste où les gens font campagne pour être élus à ces postes-là et sont réélus sur la base de leur mandat en termes de réduction, comme vous dites, des crimes. Donc, on pourrait imaginer un tel mécanisme au Cameroun de faire en sorte que les procureurs, justement, soient jugés par rapport à leur bilan quant à la réduction de la criminalité. Donc, nous sommes d'accord sur ce point-là. Oui. Monsieur Fopoussi, moi, je vais continuer en disant que on est en train de parler des viols. Mais on oublie aussi qu'il y a des régions où on coupe les mains, comme M. Matou a soulevé, on enlève le sexe des femmes, et c'est plus les femmes qui sont concernées par cela. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Quelle est cette attrayance pour la gente féminine dans ce genre de crime? On parle de crime rituel. Vous allez voir une famille où, récemment on parlait d'une famille dans l'Ouest Cameroun où la fille est décédée, au moment de l'enterrement, on a trouvé qu'elle n'avait pas son sexe, elle n'avait pas les yeux, elle n'avait pas de langue et tout. Qu'est-ce qui explique cela, M. Fopoussi? Qu'est-ce que ça donne à ces personnes? Qu'est-ce qui explique que quelqu'un soit déjà décédé et qu'on enlève tout cela? C'est le pouvoir. Mais ça veut dire qu'on connaît la personne qui est capable de chercher du pouvoir dans les familles. On connaît la personne qui est avide de pouvoir dans les familles. Pourquoi est-ce qu'on n'attaque pas là-dedans? Parce que voilà les raisons pour lesquelles vous voyez dans certaines familles, M. Fopoussi, lorsqu'une personne commence les choses comme ça, chez nous on appelle ça le chop. On appelle ça le chop. Et on attache un peu. Chez vous où? Chez nous, moi je parle le yemba. Chez nous, à Tchan, on appelle ça le chop dans notre famille. Donc, on attache correctement. Peu importe où la personne se trouve, M. Fopoussi, il mourra. Il n'y a pas de demi-mesure. On ne négocie pas avec la vie de quelqu'un qui est au sol. On ne négocie pas. Et c'est la personne qui vient te chercher, tu pars avec lui. Et chez nous, quand on fait, on dit, comme je descends là, que je mette la mamie de paume au sol, tu viens me retrouver. D'accord, très bien. Alors, Chalamel, je vous ai senti impatient de prendre la parole sur cette question, parce que c'est vous qui, justement, faites cette colère ce matin. Qu'est-ce que vous dites? Je dis qu'on attend le pic. S'il fallait procéder par une classification, après le Gabon vient le Cameroun. Ça, il faut le dire, après le Gabon vient le Cameroun. Vous parlez tout à l'heure en disant, l'une des règles, il y a une obédience, M. Eric Fopoussi, ésotérique, dont l'une des maximes, c'est obéir comme un cadavre. Leur maxime, c'est obéir comme un cadavre. On ne lâche pas, la fraternité ne lâche jamais les membres. Dans cette fraternité, vous avez les hôteliers, vous avez des enseignants, vous avez des hommes en tenue, vous avez des magistrats, vous avez des balayeurs, vous avez des taximans, vous avez des banquiers, vous avez des journalistes, vous avez des avocats. Ils sont dedans. Ah oui, il faut vous le dire. Ce n'est pas exclu, ils sont dedans. N'ayons pas peur de dire des mots. Oui, ils sont dedans. Et ça se raconte dans les quartiers. Ceux qui le font, c'est des cousins, c'est des frères, c'est des élites du village. C'est des élites du village. Et c'est des personnes qui vous donnent de l'argent. C'est des personnes qui vous tiennent, M. Eric Fopoussi. On ne fait pas ça à n'importe qui. C'est des personnes qui vous tiennent. Cette année, je paye la pension de tous tes enfants. Tel veut voyager, je paye. Le jour que je fais, tu vas me porter plainte. Le jour que je le fais, tu vas porter plainte. Voilà comment, voilà le mécanisme dans lequel les gars se retrouvent. Il y a des chambres dans des hôtels qu'on nous payons, on ne donne pas à n'importe qui. Pourquoi vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi la chambre des hôtels ne commence par 1 à 2?
Ça commence toujours à 100, 101, 102, 110, 113, 600. C'est pourquoi ça ne commence que là. Vous vous êtes jamais posé ce type de questions. Il y a des chambres d'hôtel sur lesquelles il y a des pentagrammes. Même des jeunes filles qui vont. Vous voyez seulement les crimes rituels dans le sens que c'est la mort. Non. Il y a des crimes même du vivant, monsieur Rifopoussi. Oui. Vous êtes vivant, vous utilisez pour faire un rituel. C'est un crime. Parce que ça a été fait sans votre consentement. D'accord. Alors, monsieur Rifopoussi, vous avez des anthropologues. La police, la gendarmerie devrait travailler avec les anthropologues, devrait travailler avec des sociologues, devrait travailler avec des historiens de tradition. Comme vous, par exemple. Voilà des gens qui devraient, on devrait s'entourer de ces personnes. J'en profite ouais. pour faire la promotion de votre spécialité. On devrait, oui, permettez, on devrait s'entourer de ces personnes pour dire, voilà, quand il y a tel phénomène, comme l'a dit Mbobon, si on va interroger, et nous sommes en quel type de période? Voilà. En quel type de période? Faites attention. Et c'est la faute des parents. Pourquoi des parents? Allez sur Facebook. Vous voyez des femmes, parce que j'ai déjà vu de sortir des gros mots de ma bouche, qui prennent des bébés. Elles filment les bébés, mais sur Facebook comme ça. Vous prenez des jeunes filles. Ma fille à la piscine. Mais ces cas ne prennent pas n'importe quel enfant. À défaut de ça, les rues seraient vides. Ils choisissent des enfants particuliers et au signe particulier. Vous voyez des gens qui sur Facebook est devenu le déversoir. À table avec ma poupounette. À table avec mon poupounon. À table avec mon poupounon. On prend, c'est tous les enfants qu'on va être sur la toile, en bikini, en ceci. Et les gars récupèrent les photos et ils font des pratiques dessus. Des photos, justement, il faut le dire. Et ils attirent les enfants vers eux. Ils ont les moyens de faire ça. Lorsqu'on fait, on vous localise facilement avec Facebook. Il vous prend en amitié. Tu amènes tes enfants au mot, ma quoi, indique-moi l'endroit. Moi, je suis, ils sont chéris. Retrouvons-nous là-bas en inbox. Voilà. On ne prend pas pour n'importe qui. Parfois, on vous drague. Vous pensez que c'est vous qu'on recherche, c'est votre enfant qu'on cherche. C'est votre enfant qu'on est en train de chercher. Vous avez des enfants qui sont nés avec deux dents. Vous avez des enfants qui sont nés avec des cheveux. Vous avez des enfants qui sont nés. Ils voient ces choses. Qui vous a dit que le diable n'a pas besoin des bonnes choses, monsieur Rifopoussi? Voilà ça, il a besoin des bonnes choses. Lui aussi, vous parlez des albinos, vous ne savez pas ce qu'on peut faire avec un seul cheveu des albinos, Dominique Audrey Oyangale. C'est des choses recherchées. C'est la preuve, vous ne verrez jamais un albinos aller se coiffer dans un salon de coiffure. Jamais, oui. Donc, je vous le dis pour dire, c'est Afrique, c'est l'Afrique, monsieur Rifopoussi. Donc, on se retrouve dans cette situation où les crimes, lorsqu'ils atteignent, c'est des gens qui ont besoin de la puissance. C'est des gens qui veulent invoquer des démons spéciaux. C'est des gens qui veulent obtenir des grâces démoniaques spéciales. Et ils ont besoin des personnes spéciales qui vont leur ouvrir des portes de l'enfer. Vous allez voir une femme qui perd ses parties d'utérus. Vous avez une femme dont on a coupé les mamelles. Vous avez une femme dont on a enlevé le cœur. Mais attention, au lieu que ça fasse peur à la société, mais nous avons tous cette chaîne dont vous avez cité tout à l'heure, les procureurs, les commissaires, qui ne sortent pas, qui ne bougent pas. Sont-ils complices? Sont-ils des observateurs? Attendent-ils qu'il y ait un signe qui vient particulièrement, comme on dit souvent, une assemblée des anges et des saints qui disent que top c'est l'heure à réagir. On ouvre des enquêtes, on ne ferme jamais. La preuve, vous avez vu le cas de la petite Grâce. Nous avons une jeune fille, un petit bébé, monsieur Eric Fopoussi, dans Bafoussam, qui a été littéralement arraché à la vie et la tête emportée. Voilà ce qu'on appelle les crimes rituels et ça continue d'être dans notre société. Il est temps de dénoncer ces personnes. C'est des frères, c'est des cousins, c'est des amis, c'est des gens des élites, c'est des gens qui nous tiennent dans tous les cas. Alors, il faut dire que nous sommes déjà en octobre et que on entre là clairement dans une période où ça va être demandé. Il y aura beaucoup de sang qui va être demandé. Donc, il faut faire attention et je pense que c'est l'occasion aussi pour nos officiers de faire en sorte que justement être aux aguets pour renforcer la sécurité. S'ils veulent avoir ces informations, c'est pas caché. Tournez tout autour des morgues. Tournez tout autour des morgues à une certaine heure, entre minuit et 3 heures. Tournez autour des morgues. Vous allez voir ce qui se passe.
Vous tournez tout autour des morts, vous allez voir ce qui se passe, que les gens font avec le soufre, monsieur Fopoussi. C'est des choses qui sont connues. Mais pourquoi est-ce qu'on ne mène pas des enquêtes? Pourquoi ceux qui travaillent, c'est ce qu'on appelle, permettez-moi l'expression, vous, les croque-morts, les croque-morts, pourquoi est-ce qu'on n'écoute pas leur voix lorsqu'ils dénoncent ces ensembles de choses? Les crimes rituels se sont déjà installés dans nos différentes régions, se sont installés dans nos quartiers. Il est temps qu'on dénonce et qu'on je rappelle qu'il y a beaucoup de journalistes qui ont été menacés et qui ont vu leur destin brisé parce qu'ayant essayé d'enquêter dans ce monde-là et qui aujourd'hui sont obligés d'être à l'étranger, qui sont réfugiés à l'étranger parce que justement ils ont reçu toutes les menaces du monde suite à cela. Donc c'est un dossier très complexe parce que même les policiers, même les magistrats, ils ont aussi peur, mais il faut trouver des gens qui soient courageux pour justement, comme on dit, serrer le cœur pour mettre fin à ces injustices. On va... Vous légitimez là désormais la justice populaire. Parce que là, c'est ce qu'on peut tenter de faire, vous légitimement, des angles, si les magistrats ont peur, la pollution peut autant, non, c'est ça. On va le faire en marchant dans la rue. Il y a des magistrats courageux. On va arrêter le premier coupable. Ce que j'ai demandé, c'est pas ça. J'ai demandé qu'il y ait des policiers courageux, des magistrats courageux qui décident de se mettre au-dessus de ces grandes pressions-là, même au péril de leur vie. Même s'ils donnent leur vie pour ça, c'est important, ce sera un sacrifice utile. En attendant un magistrat courageux ne se prononce que les enfants qu'on Alors, on va, ne sous-estimez pas les Camerounais. On va tout de suite et maintenant prendre la revue des réseaux sociaux avec vous. Oui, M. Fopoussi, on quitte de ces cas sociaux-là pour entrer dans la politique, dans la revue des réseaux sociaux. Le premier sujet concerne le débat dans la commission décentralisation et développement local. C'est très houleux à l'intérieur entre les positions décentralisation ou encore accentuation ou accentualisation, je sais pas si accélération de la décentralisation ou encore mise sur pied du fédéralisme, retour au fédéralisme. Il y a beaucoup de débats de ce côté-là et notamment on va vous proposer une vidéo justement qui vous montre l'intensité même des discussions dans cette commission. To please some people. But I don't want us to waste taxpayers' money. Next year, the president calls us for another dialogue. We need to find lasting solution. And like Dr. Munzu said yesterday, I am not prescribing any particular form of a state. But we cannot live here without looking at the form of the state. As I sit here, if I show you my messages from some of the separatist leaders abroad, have they started talking even about the form of the state? Some of us have put our reputation and our image on the line to be here. If you follow social media, they attack some of us just for coming here. But we believe in the oneness and the unity of this country. We believe that Cameroon should be one. We believe that Cameroon should be one and indivisible. But we equally believe that decentralization would not solve the problem. We have to get to a federation. That is the minimum the people who have taken up arms would accept. If we don't, Mr. Minister, if we don't address those issues, Mr. Minister, if we don't address those issues, I am afraid, I see my senator from Boya seated by you, and I think he knows this also. I'm afraid that we would leave here. I just want to. Comment ça se passe, hein? Ça, c'est une prise de parole pour parler précisément de la fédération, qu'il est important de faire un retour à la fédération parce que la décentralisation n'a pas marché. Alors, on doit d'abord préciser que c'est donc la commission, comme vous l'avez dit, la commission décentralisation et développement local. Décentralisation, comme vous le savez d'ailleurs, qui est le point d'achoppement de ce grand dialogue national, même si on voit très bien qu'il y a les pour et les contre, les pro et anti décentralisation. C'est intéressant parce que lorsqu'on
lorsqu'on regarde cette séquence, lorsqu'on saisit cette séquence, on voit très bien que le fédéralisme est la forme de l'État qui est, on va le dire, la plaque tournante de ce qui pourrait constituer un début de solution durable de cette crise. Sinon, et il le dit très bien, on va se retrouver l'an prochain avec un autre dialogue parce qu'on n'aura pas à résoudre la question, le problème. Je voudrais rappeler que cette commission est présidée par Philippe Ngolé Ngwese, qui est ministre des Forêts et de la Faune. Et c'est important de le dire parce que lui, il est originaire du sud-ouest dans le département du Koumé-Manengouba. Donc, il doit comprendre lui aussi les enjeux de cela. Mais le fait qu'il soit du RDPC, est-ce que ça va arranger les choses? C'est là toute la question. Bon, Bengan, ambiance, comment vous voyez ça? D'abord, c'est des débats plombés. Commencer par le président. Il obéit à ce que a dit le président de la République dans son allocution. Je nomme souvent les premiers ministres venant d'un côté comme de l'autre de la partie anglophone. De la même manière, on peut dire Ngolé Ngose a remplacé Ngolé Ngolé. Donc, c'est toujours eux. Vraiment, les anglophones, c'est eux-mêmes. Or, il sait très bien que ces élites-là ont une proximité aérienne avec le peuple. Donc, il a préféré plomber le débat. Deuxièmement, la commission porte bien décentralisation. La commission ne parle pas de fédéralisme. Et on est venu imposer, comme on l'a fait en 91. Parce que quand on refuse la conférence nationale pour convoquer la tripartite, avec l'évolution de l'époque, l'opposition a réussi à imposer un autre ordre du jour ou alors à ajouter des points à l'ordre du jour parce qu'il n'était que au-delà de ce qu'on leur avait appelé pour plancher, code électoral et code médiatique, ils ont ajouté d'autres choses. Ils pensaient que cette fois-ci, ils pouvaient ajouter d'autres choses et on a verrouillé. Vous allez parler du fédéralisme, ce ne sera pas retenu. Donc, faire quoi, ce ne sera pas retenu. Ça sera retenu dans dans les recommandations, on dira, tout dépendra du calendrier du chef de l'État. De toutes les manières, le Premier ministre, il le recadre, il est là avec le porte-parole, et les personnes ressources. Voilà, et les personnes ressources vous disent, oui, on sait. Et c'est là où c'est plombé. Et c'est là où j'ai peur comme lui. J'ai peur, pourquoi? Parce que on a dit qu'on veut résoudre le problème anglophone. Et quels sont des thèmes antagonistes? Qu'est-ce qui nous divise? C'est ce qui nous divise qu'on devrait amener sur la table pour discuter. Notamment ceux qui parlent de la sécession, ceux qui parlent du fédéralisme et nous autres qui parlons de la décentralisation. On doit nous amener autour d'une table pour que chacun exprime ce qu'il pense. Et là, maintenant, on pourra trouver une conclusion. Mais vous ne pouvez pas dire aux gens... Pour la question personnelle, je vous la pose. Quelle est la forme d'État que vous préférez, vous? Le fédéralisme. D'accord, ok. Le fédéralisme, parce que... non, je ne sais pas. Mais le problème, il faut d'abord reconnaître les fautes. Parce qu'il faut le dire. Je rappelle qu'il y a la question que Cabral Libi propose, du régionalisme. Le fédéralisme communautaire. Communautaire, voilà. Oui. Non, en attendant, je ne comprends pas très bien, mais je pense que... Non, pour dire que, bon, Bengan, il y a lui qui parle de fédéralisme communautaire, et on a hier Adamo Koupit qui a proposé que l'on revienne à la région comme avant 58. Voilà, que le département du Noun redevienne la région du Noun centre et que, pourquoi pas, qui serait l'ancienne région de Bamoun, justement. Voilà. Oui. Bon, lui, contrairement à Cabral, lui vient poser le problème Bamoun. Cabral, lui, pose le problème Cameroun. Donc, c'est... Non, mais arrêtons un peu. Si on parle de fédéralisme communautaire, on va forcément dire qu'il faut qu'il y ait un État ou une région, ça dépend de ce que vous allez mettre là-dedans, qui regroupe Salaga Maritime et Yon et Kélé. On peut même ajouter l'océan. Mais maintenant, quand on parle de région, il faut donc y ajouter les Tikars. À ce moment-là, ce ne sera pas Bamoun Centre ou Fouma Centre. Voilà. C'est ce que je veux dire. Ça veut dire effectivement que là, le chef de l'État risque de faire ressortir plus le tribalisme que de résoudre le problème anglophone. C'est pour cette raison que je me plaignais dernièrement
de cet état de choses. Le problème réside entre les francophones et les anglophones. On peut d'abord mettre de côté les paysans de Vomeka, de Bangouren, ou je ne sais pas moi, de Tibati, ou de quel pays qui sont raison. Reconnaissons que nous avons trompé les anglophones. On résout ça et on essaie de voir. Je voudrais juste rappeler une chose. Et Akere Mouna l'a encore réitéré. Il a dit que l'unité du Cameroun s'est faite sur la base de deux entités anglophones, francophones. Absolument. Et quand on parle d'unité au Cameroun, c'est l'entité anglophone et francophone qui sont unis. C'est ça l'union au Cameroun. Absolument. L'union au Cameroun n'est pas la base de Bassa et Bamileke, de Bassa et Petit. C'est pas ça la base de l'unité. Absolument. Et il a tenu à le rappeler. Il a dit que les autres composantes sont des composantes secondaires, mais la principale entité, c'est l'union entre les francophones et les anglophones. Absolument. C'est-à-dire, j'aimerais qu'on me dise que le ministre Ngolé Ngossé est par exemple Bakingili, tout comme on peut dire que Belugrené est d'Union Ekele. Là, ça me comprendrait. Là, à ce moment-là, on prend masse donc à venir dans les régions claniques. Si vous voulez ressortir les clans, sortez les clans. À ce moment, mais Mafani est de quel clan? Achidi Achou est de quel clan? Momo Jean de Dieu est de quel clan? Tel est de quel clan? Là, on va pas. Mais maintenant, quand vous dites, mais les autres, il est Betty, il est Bassa, il est Bamlek, mais les autres sont les anglophones. On fausse le jeu. On fausse le jeu. Si on parle anglophone, on parle francophone. À ce moment-là, on regarde d'abord le problème de la réunification et revenir la forme de l'État qui sera adoptée là. Et on verra si les régions vont rester avec le gouverneur ou pas. Donc moi, c'est ça qu'on dise clairement. Moi, je suis contre l'avis que le chef de l'État a donné. Nous avons phagocyté les anglophones. Il faut reconnaître ça, leur demander pardon. Le chef de l'État a parlé de prétendue marginalisation. Il y a une marginalisation. Où est la Cameroun Bank? L'office de commercialisation de Cameroun occidental est où? Même le port, il était prévu un port en eau profonde à Victoria, qui est devenu Limbe. Où est ce port? La Sonara, le pétrole qui est produit, a-t-il profité aux francophones ou aux anglophones? Il faut dire les choses comme elles sont. La feuille de route que lui transmet Aïdjo, qui prévoyait les routes, par exemple, Bamenda Woum Kambe, Bamenda Mom, ainsi de suite. Or, Samuel Bois nous a dit que la nationale numéro 3, il a cité un certain nombre d'infrastructures qui ont été faites avec l'argent du pétrole. C'est comme ça qu'on doit analyser les choses. D'accord. Alors, je réitère encore que quand on parle d'unité nationale au Cameroun, que les gens nous comprennent très bien, il s'agit, selon Akere Mouna, de l'unité entre anglophones et francophones et non pas unité entre Bamileke et Betty ou bien Douala et autres. Donc, il faut bien qu'on s'entende très bien. Charles Amel. Monsieur Eric Fopoussi, j'étais de ceux-là qui, à l'oreille de ce dialogue, vous avez dit que tel que c'est parti là, ce sera une montagne qui va accoucher des souriceaux. J'en viens, monsieur Eric Fopoussi. Oui. Je suis parti de ceux-là qui ont commencé à définir le dialogue. C'est une rencontre entre deux personnes dont l'objectif est de trouver un consensus, de discuter, de s'ouvrir. Tel que c'est parti, dites-moi, monsieur Eric Fopoussi, vous regardez la télé, je pense qu'Equinox est la seule chaîne de télé, sans vraiment dire qu'on est en train de se vanter, qui entre au détail, au fin mot près, de rendre compte de ce qui se passe, à les réactions à chaud, de ce qui se passe au niveau du palais des congrès. Monsieur Eric Fopoussi, quand vous le voyez, c'est un dialogue ou c'est un monologue? C'est un monologue. C'est un monologue, monsieur Eric Fopoussi, c'est pas un dialogue. Parce que si on disait dialoguer, on devait dire, ok, on trouve les anglophones, vous êtes là. Quel est votre point de vue? Qu'est-ce que vous avez préparé? Voici. Nous, les francophones, voici ce qu'on a préparé. Voici. C'est un échange. Ce n'est pas une question de voir dans une vision déjà tracée. Parce que vous avez baptisé décentralisation et développement local. Même si on vient à nous chanter qu'il y a 6 textes de loi sur lesquels repose le principe de décentralisation et que c'est les gens à gauche et à droite qui ne travaillent pas, moi je préfère vous dire, il fallait les laisser s'exprimer. Et lorsque vous écoutez Agbombala et vous écoutez tout ce qui a été dit, les anglophones
qui ont eu la chance de s'exprimer ne sont restés que sur un seul point, la question du fédéralisme. Nous savons que c'est en avril 1957 que l'État du Cameroun est né en attendant qu'une assemblée constituante ne soit mise sur pied pour essayer de réfléchir. Nous avons le grand dialogue national. Le grand dialogue national n'est pas une assemblée constituante, monsieur Fopousi. Ce n'est pas une assemblée constituante parce que le peuple n'a pas donné de mandat et la légitimité à tous ceux qui sont là. C'est des personnes coptées. Absolument. Il faut dire que c'est des personnes coptées, donc c'est déjà plombé depuis le débat. Premier point. Deuxième point, monsieur Eric Fopousi, c'est un laboratoire de réflexion et d'échange. Après ça, pour que cela soit adopté, et là je pense au contrôle de Babok, il faudrait que cela soit légiféré par le Sénat et par l'Assemblée nationale. Vous voyez qui de l'Assemblée nationale et du Sénat là-bas? On vous attend au tournant. Ok, Dominique Audrey. Moi, j'ai pas grand-chose à dire. Sur la séquence qu'on a regardée là. Oui, on a un monsieur qui est très ému, qui j'ai vu qu'il a mentionné le monsieur qui était assis à côté du ministre, en disant que lui-même est assis à côté de vous, sait qu'on a besoin de fédéralisme. Moi, ce qui m'inquiète, c'est les messages qu'il dit recevoir déjà. Ça veut dire que de l'autre côté, il y a des gens qui attendent quelque chose de ce dialogue. Mais si on nous a dit dès la base qu'on ne parlera pas de fédéralisme et autres, moi, je m'inquiète pour lui. Peut-être il serait venu pour rien. Peut-être il se met en danger pour rien parce qu'il dit qu'il subit des choses maintenant sur les réseaux sociaux. Peut-être ça fait partie, et on a pris des mesures aussi pour lui, puisqu'on a dit que s'ils viennent, ils ne seront inquiétés de rien. Donc, moi, j'ai pas grand-chose à dire. Je préfère ne pas dire vraiment ce que je pense à ce sujet. Pourquoi? Non, j'ai pas envie. On va terminer votre revue rapidement, Karine. Oui, on parle des absents. Cette fois-ci, de l'absence de Christopher Foumounio, qui était à la tête de la commission reconstruction des zones touchées par le conflit, qui n'était pas là. Il était président de cette commission, mais il se trouvait au Nigeria et il dit n'avoir pas été consulté pour être à la tête de cette commission. Au Niger, autant pour moi. Et il dit n'avoir pas été consulté pour être à la tête de cette commission, pour qui, lui, il trouve même que ce débat-là, il trouve qu'il n'y aura pas de liberté pour les uns et les autres à donner leur point de vue, même si il soutient l'idée du dialogue. Et aussi, les uns et les autres ont trouvé que c'était un petit caillou dans la chaussure de ce dialogue national. Pourquoi? Parce que même s'il a été remplacé par le docteur Simon Munzo, il reste quand même que ça jette un bémol sur ce dialogue national. Alors bon, Béan, comment vous commentez ça? Ça fait partie des, j'allais dire, des duplicités qui vont nous peser plus tard. Comment mettre le nom de quelqu'un, personnalité comme lui, sans l'avoir consulté? Il a parlé ce matin dans une radio étrangère où il s'est indigné du fait que son nom a été mis sans l'avoir consulté. Parce qu'il aurait donné son avis, parce que son agenda était très chargé, donc mais il n'a même pas été contacté. Vous voyez, et hier encore, le porte-parole de ce dialogue national faisait mention de ce que, oui, il est là, tout le monde sait que tout le monde connaît son penchant sur tel. Voilà, il vient donc faire la promotion. Son penchant sécessionniste. Son penchant sécessionniste, voilà. Je ne voulais pas prononcer le mot. Son penchant sécessionniste, ça veut dire... il savait. Oui, il savait. Et ça veut dire donc qu'il était piégé. Vous l'invitez, vous ne marquez pas un atelier qui porte sur la sécession. Appelez-les, qu'ils vous disent. Et là, justement, si vous pensez qu'il est sécessionniste, vous devez, puisque nous sommes pour un Cameroun uni et indivisible, est-ce qu'il y a une procédure qui est ouverte contre lui? Est-ce qu'il y a un certain nombre de... Donc, il doit avoir des garanties en venant ici. S'il continue à dire qu'il est sécessionniste et qu'à la fin, le sécessionnisme n'est pas adopté, qu'est-ce qu'on fait de lui? Il va reprendre, on va l'accompagner à l'aéroport, repartir, ou bien on va appeler les gendarmes du CED pour le mettre en cellule. Donc, voilà. Il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Oui, Monsieur Bachou, Chalamé. Moi, je pense, et je préfère le dire, ce qui m'a le plus marqué, c'est Simon Munzo. Je préfère ne pas revenir. Nous, on est habitué dans ce pays que pendant les nominations, on nomme les morts, on nomme les absents, on nomme les mêmes personnes. Donc, si cela n'arrivait pas,
J'allais dire que ce n'est pas le Cameroun. Donc il fallait que ça arrive. Donc je ne peux plus m'en tenir là. Moi, c'est la réaction de Simon Mounzou. Simon Mounzou qui s'était retiré de la question de la Conférence générale des anglophones. Conférence générale des anglophones, disant qu'il était menacé, qu'il avait des appels de ci, des appels de ça. Il craignait pour ça. Et que subitement, on le retrouve au niveau du dialogue national. Est-ce que c'est dire, ça c'est pas pour créer une polémique, mais est-ce que c'est dire que le fait pour lui d'être là, il n'y a pas d'autre pression, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas une autre, il sera raccompagné. Non, c'est vrai, c'est des interrogations qu'il faut se poser parce qu'on se rappelle qu'à cette époque, Eli Smith, lui, s'était prononcé sur la question en disant qu'il y avait des volontés, de déstabilisation. Était ça, parce que là, il faut interroger, est-ce que quelque part, ce n'est pas là, il n'y a pas lieu de donner raison aujourd'hui à Eli Smith par rapport à la All General Et Eli Smith, lui aussi, fait l'objet d'une grosse polémique en ce moment. Nous en parlerons après le dialogue, pas maintenant. Il y a des enregistrements d'Eli Smith qui nous sont parvenus, où il y a des choses très très graves. Mais pour l'instant, comme on est en plein dialogue, on ne sortira pas ça. Pour ne pas troubler ce grand dialogue-là, nous sommes quand même des professionnels. Mais il faut quand même dire que ce qui se passe là actuellement, c'est très inquiétant pour le Cameroun, avec des personnes en qui on faisait confiance et qui malheureusement ont cette duplicité. Oui, voilà, la duplicité. Oui, Dominique Audrey. Oui, la situation qui est posée revient à ce que Charlamel disait tout à l'heure, c'est qu'on vous copte comme ça, sans qu'on choisit les gens au pif, donc comme quoi les programmes étaient déjà faits, on savait que lui, quel que soit lambda, il viendrait, donc on plaque un truc là, on dit toi tu vas venir, et bizarrement ça ne marche pas avec tout le monde, entre petits copains, entre vous là-bas, c'est comme ça que ça se passe et ça réussit, mais avec lui non, malheureusement, et c'est la preuve de ce que tout était déjà fait dès le départ, tout. On ne peut pas prendre quelqu'un et on lui demande de venir parler d'un sujet sans qu'il ne soit préalablement au courant. Ok, on va s'arrêter là pour cette revue des réseaux sociaux. Ce matin, madame, messieurs, le temps pour nous de lire à présent quelques messages envoyés par nos téléspectateurs sur tous les sujets que nous avons évoqués sur ce plateau ce matin. Vous êtes très nombreux qui réagissez à cette thématique. Vous êtes friands de discours et vous voulez vous aussi avoir voix au chapitre. Allez-y, Karine. Le fédéralisme est le mode de gouvernement le mieux adopté pour le Cameroun. Le message n'est pas signé. Nous sommes Camerounais et savons tous que la forme de l'État n'est pas la solution aux problèmes des Camerounais. Un autre message, je suis acquis aussi. Il est impossible de diviser le pays. Laissez-nous le problème de fédéralisme. Notre message, fédéralisme et décentralisation. Est-ce que le fédéralisme, c'est diviser le pays? Les États-Unis, c'est un État fédéral, mais vous pensez que le Cameroun est plus uni que les États-Unis? Que la Suisse veut même être médiatrice, veut faire la médiation au Cameroun. Non, la Suisse, c'est encore plus grave. La Suisse est confédérale. La Suisse est au-dessus de la fédération. Merci. La Suisse est confédérale. Avec des cantons. Voilà, à la place des États. Donc ça veut dire qu'en Suisse, c'est une autonomie encore plus poussée. Parce que le fédéralisme, c'est l'autonomie, mais pas aussi poussée que la confédération. Donc là, en Suisse, c'est une confédération. Donc l'autonomie est encore plus forte que dans un État fédéral, en réalité. Fédéralisme et décentralisation. Mais ils sont très unis. Voilà. Super unis, voilà. Malgré les différences. Parce que d'ailleurs, leur devise, vous savez c'est quoi c'est? C'est un pour tous, tous pour un. Tous pour un, comme les mousquetaires. Voilà. Fédéralisme et décentralisation, quelle véritable différence sémantique? Ne s'agit-il pas du transfert des compétences et des moyens? Question est posée par un téléspectateur. Non, fédération parle du transfert de pouvoir. Ce n'est pas seulement les compétences, les ressources et les moyens. Voilà, c'est le pouvoir. Le pouvoir qui ça veut dire de pouvoir élire le gouverneur de la région du Sud. Pour celui qui a aussi, c'est-à-dire que votre gouverneur désormais ne sera plus nommé de Yaoundé. C'est vous qui allez choisir votre gouverneur et c'est votre gouverneur qui va maintenant choisir ses conseillers qui ne viendront pas de Yaoundé. Voilà. Et comme vous avez cité qui aussi, ça veut dire que c'est l'Assemblée du Sud qui va décider de la route Kribi et Bolova. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'attendra pas que Yaoundé envoie les cartons pour faire la route à Pomme 2
Et ainsi de suite, non? Voilà. C'est vous-même. Et la fédération va permettre aussi que les choses ne soient pas totalement décidées. On va décider des choses qui vont être faites Dans par les régions, l'État fédéral, dans les l'État central, mais les autres régions, ou si vous voulez. Parce qu'il faut faire une distinction. Quand on dit système fédéral, c'est pas dire que on va appeler État fédéré. Hein. Je rappelle que le Canada est un État fédéral, mais c'est les provinces. C'est les provinces, oui, oui, tout à fait. L'Afrique du Sud, même chose. Ça veut dire que quand on dit fédéralisme, ça ne veut pas dire qu'on va appeler... vous qui choisissez on les va noms. dire qu'il y a l'État fédéré littoral. Non, on peut garder justement région La littorale, province ou la région. région, mais ça reste un État fédéré avec le contenu. En réalité, ce n'est pas la bille qui fait le moine. Voilà, vous dites... Mais c'est par la vie C'est qu'on par la reconnaît vie le qu'on nom. reconnaît le moine. Non, parce qu'au moins, on peut faire tout ce qu'on fait, mais il faut qu'il y ait les bases de tout. Il faut que les gens réussissent à voter, à élire leur gouverneur. Ouais. Appelez ça comme vous voulez. Vous appelez ça canton, ou bien vous l'appelez Voilà, le tout à fait. quartier littoral, c'est pour vous. Mais il faut que certaines choses soient là, telles que le transfert des pouvoirs. Allez-y, Karine. Oui, tout part, ça c'est par rapport à la colère de Charles Hamel, tout part du non-respect de la loi, car aussitôt que ceux-ci sont arrêtés, ils sont aussitôt relâchés grâce à l'intervention des leaders de ces groupes qui sont en liaison avec le gouvernement. Ça c'est Sylva Dakwa qui nous écrit ce matin. Un dernier message pour cette vague, puisqu'on aura une vague avant la fin de l'émission. Oui. Un autre message, le diable ne prend jamais ce qui est mauvais. D'accord. Ça, c'est pour répondre à Charles Hamel. Non, c'est pour Ça, c'est dire par que rapport à la les enfants Oui, qui subissent pour corroborer ce qu'a dit Charles Hamel. sont des étoiles. En fait, c'est des étoiles qu'on choisit. Nous sommes Les d'accord. étoiles qu'on choisit. Charles Hamel a dit tout à l'heure que le diable aime aussi les bonnes choses. Naturellement. Donc, pour corroborer ce que Charles Hamel a dit, donc beaucoup d'enfants qui sont sodomisés de manière aussi lâche sont parfois des enfants destinés à un brillant avenir avenir. brillant. Un avenir brillant. Alors, on va, madame, monsieur, prendre tout de suite interpellation et ensuite commentaire ici. Tous les enfants qui ont étudié, la plupart ne vendent que de l'eau, ils conduisent des motos, ce qui n'est pas normal. Oui, les grands qui ont des moyens peuvent venir avec leur argent et investir pour que les enfants travaillent. Surtout les jeunes Camerounais qui ne travaillent pas. Les grands qui ont des moyens viennent investir pour que les gens travaillent. Commentaire de Slava Robengan. Voilà, mais il y a comment je vais dire ça, une dialectique dans ce qu'elle vient de dire. C'est effectivement pour investir, il faut avoir l'argent, mais ne comptez pas sur les élites. Ils n'ont pas vocation à développer les localités. C'est justement là, la deuxième chose et la primordiale, c'est justement que l'État permette donc le déploiement et c'est l'État qui Les élites organise. ont vocation à se développer. Eux-mêmes. Oui, eux-mêmes, oui, oui. Voilà, Ah, entre Voilà, maintenant le management local, nous avons des institutions, la mairie, le département, la région, comment le développement est organisé. Par exemple, est-ce qu'on peut permettre à un maire de recruter les ingénieurs s'il voudrait par exemple regarder la politique d'urbanisation de son pays, il ne lui est pas permis de le faire. Et justement, là, les enfants dont parle notre compatriote les enfants auraient trouvé de l'emploi. Donc, un maire à Douala Premier, parce qu'il y a des problèmes, je ne sais pas, d'inondation ici, tout ça, peut bien recruter un ingénieur, des ingénieurs ou tout, n'importe où. C'est un appel pour développer sa ville, mais il ne lui est pas permis. Et parce qu'on est arrivé à Yaoundé, Yaoundé a dit quoi? Est-ce qu'il y a un concours? Est-ce que... Voilà, donc ça doit être maintenant, j'allais dire, laisser à l'opportunité aux régions de se développer. Voilà. Et là, les hommes d'affaires vont donc créer des entreprises et recruter ces compatriotes-là qui ont des diplômes, qui ont une formation. Bon, rassurez-nous sur cette question de fédéralisme, rassurez-nous qu'il serait une erreur monumentale que de penser à des régions que nous ferons sur la base ethnique et tribale. Ce serait une erreur, non? Oui, ce serait une erreur. Voilà. Ce serait une erreur, justement parce que même dans la configuration d'avant 1958, revenir à ça maintenant causerait justement plus de problèmes que n'apporterait des solutions. Tout à fait. Moi, je pense qu'on peut rester sur la base des régions qu'on a, les 10. Oui, les frontières actuelles. Oui, les frontières actuelles. Oui. Et donner des pouvoirs à ce qui semble être la gestion de ce pouvoir-là. Quand cette dévolution de pouvoir va permettre justement l'organisation et enlever les délégués de gouvernement.
C'est ça qu'il faut les balayer. Il faut enlever les postes de délégués de gouvernement. Oui. Et élire les gouverneurs des régions. Voilà. Avec les assemblées dans nos régions. Qui vont s'occuper justement de voter et des lois dans ces régions-là, des lois régionales, comme on le voit ailleurs, qui doivent se conformer aux lois fédérales. Tout à fait. Pour le coup, ou aux lois nationales. Ça dépend de comment on va appeler ça, mais le contenu doit être comme ça, en réalité. Et c'est la Constitution qui doit clairement définir tout cela. Alors, on va sortir de l'émission rapidement avec quelques messages Karine Sotia sur les thématiques que nous avons eues après cette rubrique appelée Interpellation. La fédération est la seule voie de sortie, sinon la crise pourra même s'intensifier. Ça, c'est chez Fabien qui nous écrit ce matin. Je suis du même avis que la femme qui s'exprimait à l'instant. Nous avons l'impression que dans notre pays, quand tu as un certain nom et classe sociale, tu es libre de tout faire, et cela même par nos hauts gradés. Ça, c'est par rapport à la colère de Charles Armel. Les crimes rituels au Cameroun sont très constants, spécialement dans la région de l'Ouest. De mon humble avis, je pense qu'on devrait remettre cette affaire aux compétences du tribunal traditionnel. Ce matin, il faut équilibrer les effectifs lors des concours, retenir les méritants, abolir le parrainage des candidats, équilibrer les nominations dans les postes de responsabilité, bref, permettre aux enfants des pauvres de postuler à de hautes fonctions par leurs compétences. Alex de Yaoundé qui nous écrit ce matin. Un autre message à l'instant. Moi, je dirais que le fédéralisme est la seule solution à ce problème dit anglophone. Si l'on venait à balayer cela du revers de la main, nous allons tous droit à une guerre civile, et au pire que la zone dite francophone ne soit touchée par le même problème. Arnold Canet qui nous écrit ce matin. Un autre message. Moi, je dirais que voilà, on a déjà lu celui-ci. Je suis une Ngando de PK12. D'après moi, rien ne peut changer cette mentalité dans notre pays ou même partout dans le monde, vu que ce sont même les membres du gouvernement qui sont maîtres de ces pratiques. Alors, bon, vous savez que Charles Ateba Yéné a justement secoué la fourmilière à un moment donné avec un ouvrage sur le magico-anal, et ça avait en son temps défrayé la chronique. Il y a également Titis Edzoa qui a sorti également un ouvrage à sa sortie de prison, Méditation de prison, qui également évoque des cas de buveurs de sang. Vous imaginez à quel niveau on en est parce qu'on cherche le pouvoir. Charles Armel, c'est quand même terrible. Je veux dire qu'à un moment donné, on en parle, tout le monde sait à peu près ce qui se passe, mais personne pour que ça s'arrête. La loi de l'omerta, M. Eric Fopoussi, on sait. C'est là, on sait. Mais seuls ceux qui posent les actes se connaissent. C'est pour ça que je vous ai dit qu'un anthropologue devrait s'asseoir et savoir, c'est facilement calculable, M. Eric Fopoussi. Il y a des mois. En une année, il y a des mois où il y a un certain type de comportement qui arrive. Il ne faut pas être sorcier. Calculez, repartez sur Facebook, vous allez vous rendre compte que nous sommes le mois d'octobre. À partir du premier jour du mois d'octobre, on entre pratiquement dans cette succession parce que il faut ce que vous appelez à l'église. Il parle de quoi? La fête de la récolte, je pense bien. Il faudrait procéder à la fête de la récolte, c'est sur tous les plans. Il y a des périodes où je crois il y a des récoltes spirituelles. Il y a dans ces moments où ces commissaires devaient dire il faut redoubler d'efforts. Oui. Les différents médias devraient attiser en disant faites attention. On sait qu'à partir du mois de novembre, les pickpockets commencent à être dans les rues. Tenez bien vos sacs, n'entrez pas dans n'importe quel taxi, on vous met au milieu parce qu'on va vous faire agresser. Donc, il y a tout ça, on connaît ces périodes. Tout à l'heure, on a un tout petit peu égratigné le judiciaire. Est-ce que vous pensez que c'est une question qu'on pourrait aborder sur le plan politique? Est-ce que nos ministres, par exemple, nos ministres qui sont des hommes politiques, peuvent se saisir de telles questions? Oui, je réponds et comment peut justement se traduire l'action de ces politiques? En 1946, nous sommes après la Deuxième Guerre mondiale. L'Allemagne, bien que divisée, l'Allemagne fédérale dit qu'il a supprimé la peine de mort. Oui. Un magistrat
face à un problème. On vient de sodomiser et tuer une fillette de 13 ans. Il avait une fille de 13 ans à la maison. Quand il rentre, il regarde sa fille couchée. Il dit, ça aurait pu être ma fille. Quand le lendemain au tribunal, elle dit, je réclame la peine de mort. Je réclame la peine de mort. Le magistrat l'a dit, le président du tribunal l'a regardé, il a baissé la tête. C'est le procureur qui l'a dit. Et justement, le procureur embarrassé, il n'existe plus de peine de mort dans le code pénal allemand, de l'Allemagne fédérale, mais le président du tribunal a décidé la peine de mort. La peine de mort, effectivement, ceux qui venaient, parce que l'Allemagne est en pleine reconstruction, il y avait, vous savez, il y a toujours des brebis galeuses comme ça qui viennent, ils pensent que comme on a perdu là vraiment, voilà, Konrad Adenauer veut faire le truc avec De Gaulle, mais des gens, non, finalement, puisque le tribunal a décidé ainsi, ça a calmé les esprits. L'Allemagne est aujourd'hui reconstruite. Ok, l'Allemagne d'après-guerre, d'après la Deuxième Guerre mondiale, donc nous aussi, Hitler. Un magistrat peut venir là, il commence à taper, il met son biais, commence à enquêter, il sort même un ouvrage. Encore que la peine de mort est encore toujours valable au Cameroun. On va, madame, monsieur, s'arrêter là pour ce matin. Merci à vous, chers messieurs, chères dames. On va se retrouver demain lorsqu'il sera 10h. Que Dieu bénisse le Cameroun.